Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour cette deuxième édition, le live pour la série et la cause surtout, c'est notre petit secret. Ce soir, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à l'invité de Pierre Barnérias, le réalisateur, Simone, que vous avez pu donc voir pour le premier épisode de la saison 1. Vous avez dû souscrire pour la prévente et voir donc cet épisode 1, flagrant délit d'injustice. Ce soir, je vais relayer vos questions que vous allez pouvoir poser donc à Simone et à Pierre Barnérias dans quelques secondes. Et merci encore d'être encore plus nombreux ce soir. Vous avez su que notre chaîne YouTube, c'est notre petit secret, a été radicalement supprimée hier matin. Donc, nous avions envie d'ouvrir au plus grand public. C'est pour ça que nous avons aussi choisi YouTube. Alors, on sait que dans les commentaires, on nous dit pourquoi vous n'êtes pas sur Odyssée ou Crowdbunker. Nous sommes sur Crowdbunker. D'ailleurs, je tiens à remercier toute l'équipe de Crowdbunker qui distribue la saison 1 de C'est notre petit secret, qui sera officiellement sortie ce 29 juin. Mais tout simplement, nous avons envie d'ouvrir justement cette cause, cette horreur au plus grand nombre. Et YouTube, c'est vrai qu'on avait une belle visibilité. Donc, on va voir, nous avons fait appel, on va voir un petit peu, nous allons suivre un petit peu tout ce qui va se passer autour de cette chaîne et de Google. Voilà, en tout cas, merci, vraiment, partagez ce live autour de vous. C'est indispensable. Nous allons recevoir dans quelques instants Simone, qui est la voix des sans-voix, qui va permettre autour de ce live de discuter de ce qu'elle a traversé. Elle a traversé l'enfer avec son fils et elle va revenir sur cette affaire qui date d'à peu près 30 ans. Et Pierre Barnérias va nous rejoindre également. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Nous allons démarrer ensemble donc en regardant la bande-annonce de cet épisode 1, flagrant délit d'injustice. Akina. Le dossier de Simone et d'Alexandre, c'est le premier dossier en fait, qui m'a amené à travailler sur la pédocriminalité. En fait. À partir de ce dossier, j'ai déroulé une pelote. Alexandre avait des fissures anales et le sexe en très mauvais état aussi. Enfin, visiblement, ça n'allait pas du tout. Donc le médecin me dit, on va à l'hôpital tout de suite. Si un enfant dit « je suis victime de violence », il doit être entendu et protégé, indépendamment des poursuites pénales. D'accord. Et comment concrètement? Parce que... Il y a eu une décision finale d'un juge qui s'appelait Faux, le juge Faux, aux affaires familiales, qui déclare donc que je suis dangereuse pour mon fils, je suis une hystérique, et qu'il faut me retirer la garde de mon fils. Ça s'est passé très très vite. Bonsoir Simone, bonsoir Pierre Barnérias, merci infiniment d'être là ce soir, merci de prendre le temps de partager un moment avec vous. Voilà, vous êtes aussi, je peux dire le nom, une survivante, vous avez traversé, Simone, on peut dire l'enfer, et merci d'être là ce soir pour pouvoir parler au nom de toutes, parce que je crois qu'aujourd'hui, nous sommes des milliers en France à vivre malheureusement ces flagrants délits d'injustice autour de la pédocriminalité. Pierre Barnérias est à nos côtés aussi pour parler donc de cette série qui va sortir très prochainement, en tout cas la saison 1 qui sort le 29 juin. Donc Simone, vous étiez dans cet épisode 1, moi que j'ai pu voir. Alors je vais faire juste, après je vais faire le relais avec les auditeurs et les auditrices, mais je voulais vous partager un petit peu mon sentiment en tant que femme aussi, maman. Donc j'ai vu l'épisode 1, donc flagrant délit d'injustice. Donc votre affaire, elle remonte depuis une petite trentaine d'années, depuis 1994. Moi, j'avais vraiment une question qui m'est venue tout de suite en voyant l'épisode. C'était comment j'imagine, enfin, les gens disent on peut prendre la place de cette personne, essayer de se mettre à sa place, pardon. C'est difficile, on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un. On n'a pas la même structure, on est quand même différents. Et là, moi, ce que je me demandais, c'est comment vous avez fait pour traverser des moments aussi impensables, innommables, et comment vous avez tenu en fait le choc? Parce que j'imagine qu'il y a des moments où on baisse les bras, il y a des moments où ça turbine dans la tête, où on se dit mais comment on a pu faire ça à mon enfant? Et c'est un peu l'horreur, et des moments de désespoir ou des moments de pensée même noire. Comment vous avez pu vraiment traverser ces moments peut-être de désespoir, alors que dans cet épisode, vous allez en parler tout à l'heure, mais vous donnez de l'espoir, je pense, aux femmes qui traversent les mêmes choses que vous aujourd'hui. Alors, comment j'ai fait? J'ai fait que ça s'est fait tout seul, parce que d'abord, c'était mon enfant, je suis sa mère, et ensuite, c'est tellement injuste.
on n'a pas accepté l'injustice. Il y a quelque chose qui vous pousse à lutter contre ces monstruosités. On ne peut pas s'arrêter et dire « Oh, ben dans le fond, c'est pas grave, je laisse tomber ». Non, c'est important pour soi, pour son enfant, bien entendu, et puis pour toute cette humanité. À partir du moment où une société accepte l'innommable, ben, elle va finir comme la Rome décadente, quoi. Ça va mal se terminer, forcément. Ah, bon, en plus, c'est une question de tempérament. Ma mère était résistante, allemande, était résistante en Allemagne. Et elle, pour elle, on ne baissait jamais les bras. Bon, elle a dû me donner un petit peu de ses gènes. Et puis, c'était mon fils. Et puis, vous savez, je ne sais pas, je crois que les choses se passent, on est porté par ce qu'on doit faire, on le fait. Ça vient tout seul, il y a toujours des petits événements qui vous donnent de l'espoir, un petit truc positif. Voilà. Et je crois qu'on se rattache à ça. En fait, on tombe dans une grave maladie, c'est la maladie de la justice, quoi, ça Et on cherche des soins. Alors, on finit après avec des soins, ben, un peu de lavande, machin. Ça, je dis ça, c'est au figuré, hein. Mais on se rattache à des petites choses, on s'invente des choses pour continuer. On ne perd pas espoir. Je crois que l'important, c'est de ne pas perdre espoir. Moi, je n'ai jamais perdu espoir. Et aujourd'hui, comment vous allez, justement, 30 ans après? Alors, bon, ben, maintenant, j'ai 75 ans passés. On a tout à fait un autre regard sur les choses. Je ne suis plus du tout dans le bain, du moins sur le plan juridique. Et j'espère que je n'y serai plus. Je suis dans le bain parce que mon fils a quand même une grosse séquelle, un comportement... Et avoir des nouvelles de votre fils aussi également, bien sûr. Voilà, il a un comportement très borderline, il a beaucoup d'addictions, il refuse, c'est-à-dire que tout un temps, il ne voyait plus son père, il a travaillé, il essayait de revivre. Et en plus, maintenant, il revoit son père, bon, c'est un problème financier, parce que son père est extrêmement riche, et lui donne de l'argent, donc là encore, ça fausse tout. Moi, tout ça, je ne m'en mêle pas. Je vois que mon fils il se dégrade. C'est vrai que des fois, franchement, j'ai envie d'appeler les juges et leur dire, vous avez vu ce que vous avez fait? Maintenant, ils sont vieux comme moi, hein, ils vont mourir comme moi, ces quatre. Comment vont-ils réagir? Si je leur dis ce qu'a fait mon fils, qui a volé des voitures, qui a fait les 400 coups, qui a été complètement... et qui n'est pas bien encore, il essaie d'exister. Je crois qu'on leur enlève tellement. On leur enlève leur existence. Après, ils se reconstruisent avec des petits morceaux de société, d'espoir. Et puis, il y a cette honte, cette culpabilité qu'ils ont. Ils sont les victimes, et ce sont des victimes qui ne sont pas reconnues. Finalement, ils deviennent coupables. En l'occurrence, bon, c'était moi, parce que mon fils est trop petit. Mais il y a une négation de la réexistence. Quand vous dites c'est pas vrai, alors que tous les éléments sont là, ça veut dire que vous les niez, il n'existe pas. Moi, ce que tu dis, j'ai rien à foutre, on va terminer. C'est très grave pour quelqu'un. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir encaisser, après analyser, il faut trouver des raisons de se rattacher. Moi, ils m'ont super humiliée, mais bon, quelque part, j'en avais rien à faire, parce que je savais que c'était eux qui avaient tort. Mon fils, il n'a pas encore assez de force pour dire j'ai raison, parce que pour lui, c'est même pas avoir raison, quoi. Il a été violé, c'est la honte, c'est le truc sale. Il est couvert de saleté, il a honte, il n'arrive pas à se débarrasser de cette poisse, c'est terrible pour lui. Du coup, on va revenir un petit peu sur le sujet de votre histoire, qui devient maintenant carrément un épisode dans une série que signe Pierre Barnérias, et c'est une enquête aussi de Laurence Beneux qui vous a suivi. D'ailleurs, elle le dit bien dans l'épisode 1, oui, on peut la remercier, elle dit très bien que c'est grâce, en tout cas, votre affaire où elle s'est donnée complètement, elle a donné toute sa vie pour l'investigation sur la pédocriminalité. Donc, c'est grâce malheureusement à votre histoire, et en tout cas qu'elle a pu aussi dénoncer d'autres affaires après. Et je pense que Pierre, il peut nous en parler un petit peu de cet épisode 1 que vous avez co-réalisé pour cette série C'est notre petit secret, que vous signez d'ailleurs. On peut relater un petit peu les faits, Pierre, c'est grâce, effectivement, et merci déjà, je tiens à remercier ma petite équipe qui est juste des reporters citoyens qui font un travail remarquable, Laurence et Akina, donc merci à vous deux. Je tiens à le dire parce que personne ne se rend compte du travail de petite fourmi que vous faites, et merci à vous deux d'être là en tout cas ce soir et depuis 3-4 ans déjà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur ce premier volet, je l'ai découvert grâce à Laurence qui avait effectivement avait décidé de revenir sur les traces de Simone qu'elle avait rencontrée en 1994, et c'est ça qui avait déclenché sa volonté de contrer, d'aller à l'encontre de toutes ces injustices. Et c'est vrai que quand j'ai découvert l'interview de Simone, je suis tombé à la renverse, parce que j'ai rarement vu une histoire
où les injustices étaient tellement réelles, tellement effroyables et tellement impensables. C'est-à-dire qu'elle coche, enfin, et là, on avait vraiment des injustices vraiment au niveau judiciaire. Mais toutes les cages ont été cochées dans cette histoire. Je ne raconte pas enfin, tout ce qu'a traversé Simone. Et ce que je trouvais intéressant, pourquoi j'ai voulu commencer par cette histoire de Simone, c'est parce que cette histoire est arrivée on va dire, il y a 30 ans. Oui. Et 30 ans plus tard, j'ai découvert dernièrement une autre histoire avec une jeune maman qui doit avoir la trentaine. Et elle, pareil, elle cache tout, enfin, son histoire raconte quasiment les mêmes dysfonctionnements au niveau de la justice. À une différence près, c'est que dans l'histoire, et je tiens à le souligner, et c'est pas parce que j'ai un ami médecin, Marc, qui est là ce soir parmi nous, c'est que les médecins d'il y a 30 ans ont joué leur rôle de médecin. Simone a plus de 12 signalements de médecins pour montrer que son fils a eu vraiment des sévices. 12 signalements qui sont restés complètement inaudibles pour la justice. Et ça, voilà, c'est intéressant de mettre en valeur des médecins qui font leur travail, c'est-à-dire de signaler des enfants en danger. Et 40 ans plus tard, on a vu dernièrement avec le procès Le Squarnec, là, on bascule dans un autre travers, dans d'autres réseaux. Et bien, alors, ce que je tiens à dire juste en préambule, c'est que bien sûr, cette série, on ne va pas dire que tous les juges, tous les procureurs, tous les avocats sont des pourris, ne font pas leur boulot. Il y a des avocats qui sont exceptionnels, il y a des juges qui sont exceptionnels, des juges pour enfants. Mais c'est vrai que concernant le crime d'enfants, il y a des choses qui sont juste impensables et qu'on ne peut pas laisser passer. Et c'est pour ça que c'est la raison d'être de cette série, c'est de mettre au jour une réalité qui a trop souvent été tue, cachée. On n'en parle pas parce que c'est révoltant, parce que je ne veux pas voir. C'est parce que c'est révoltant qu'il faut le voir. Et là encore, c'est ça qui est bien dans cette série. En tout cas, moi, c'est ce qu'elle m'a apporté et je pense qu'elle apportera beaucoup. C'est que ces deux femmes qui ouvrent cette série Flagrant délit d'injustice, ce sont deux femmes qui vont parler pour des centaines de milliers de femmes. Oui, c'est ça. Parce qu'elles ont la capacité, elles ont l'intelligence, elles ont la rigueur. Moi, elles m'impressionnent, et je ne dis pas ça ce soir parce que Simone est là, mais que ce soit Simone ou Séverine, j'ai rarement vu des caractères aussi bien formés, aussi bien trempés, et qui permettent justement de dire les choses avec une force et surtout de montrer que on est dans du lourd, on est dans du sérieux, c'est pas voilà, et elle porte sur elle quelque chose qui va certainement donner envie à d'autres de tenir bon. Voilà. J'ai trop parlé. Moi, je voulais juste qu'on revienne un petit peu justement sur l'histoire de Simone, quand est-ce que ça a commencé, enfin, sans en dire trop non plus, mais pour les gens qui n'ont pas vu l'épisode 1, mais juste de revenir un petit peu sur les faits, quoi. Bah Simone, je te laisse la parole. Ben voilà, alors j'ai un jour, je suis tombée amoureuse d'un monsieur, qui est un monsieur haut placé, voilà, qui était charmant, délicieux, exquis, poli, cultivé, enfin bon, le prince charmant, quoi. Et peu à peu, ben, tout ça, c'est délité, c'est devenu... et je l'ai quitté. Mais là, franchement, je savais qu'il avait des tas de choses qui n'allaient pas. Mais bon, j'ai eu la garde de mon fils, j'ai eu un enfant avec lui, mon fils Alexandre. J'ai eu la garde de mon fils sans problème. Parce que bon, j'ai 3 enfants d'un premier mariage, j'ai toujours été une bonne mère, aucun souci. Lui demandait toujours la garde. Alors, si vous voulez, je suis partie sur l'île de Ré parce que l'avocate m'avait dit un jour ou l'autre, il va avoir la garde parce qu'il a le bras très très long. Et sur l'île de Ré, j'étais avec mon fils, j'avais une galerie d'art, ça marchait bien, c'était super. Et un jour, il me ramène Alexandre d'un droit de visite et mon fils disait « j'ai mal ». Donc, je l'amène tout de suite chez le médecin, on le déshabille, il était en sang. Il avait le sexe en sang, il avait le derrière en sang. Donc, le docteur Boucard me dit « il faut aller à l'hôpital tout de suite ». J'arrive à l'hôpital, un panel de médecins arrive, se penche sur mon fils, qui était en très mauvais état, très blanc, et me dit « votre enfant a été violé ». Et là, comment vous dire,
pour moi, le viol, c'est quelque chose qui se passait là-bas, loin dans des grottes, chez des, même pas chez des sauvages. Quoi, voilà, là, j'ai mis 3 ou 4 secondes à me dire, bon, j'ai appelé son père qui immédiatement m'a dit, tu es folle. Ouais, ça a été immédiatement, on m'a dit ce dont on allait me traiter plus tard. Là, ça m'a fait un peu tilt quand même, c'est pas une réaction normale pour un père, parce que je pensais qu'au château, c'était, je sais pas moi, le plombier ou le jardinier qui avait peut-être touché mon fils. Donc, j'ai porté plainte. La gendarmerie est d'abord venue. Écoute, entendre mon fils, je me souviens que la gendarmette, elle pleurait, la pauvre, parce qu'Alexandre était tout petit. Ça a duré très longtemps pour lui poser des questions. Je dois avoir encore le rapport, d'ailleurs. Et en fait, Alexandre disait que son papa lui faisait du mal, voilà, beaucoup de mal. Donc, la gendarmerie demande immédiatement une perquisition chez le père, qui a été refusée tout de suite par le procureur de Limoges. Donc, je me constitue partie civile. Le juge Bellassel me demande 3 millions de caution. Et à partir de là, alors je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Je crois que c'est comme une maladie grave. On vit cette maladie grave. On essaie de se soigner d'une façon ou d'une autre. Parce que je pensais que je m'adressais à des juges, c'est-à-dire à des gens qui étaient là pour aider les enfants, pour dénoncer les crimes. Et j'ai fait une grosse erreur. Voilà. Je ne dirais pas 99% des juges. Moi, je dirais qu'il y a 1% de correct. J'ai dû avoir 300 juges, et procureurs, experts et autres. J'ai trouvé que ces gens étaient mus par des pulsions pas très claires. Je crois qu'un jour, ils m'expliquent parce que je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse ainsi sacrifier un enfant. Alors, d'où j'ai sorti la force, j'en sais rien. Les choses se passent. Bon, je fumais, je peignais. Alors, si, ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait une expo. Les flics sont venus, bien sûr. On m'a emmené parce que j'ai dessiné les juges. J'ai dessiné ce qui se passait. Ah oui. Après, j'ai une bande dessinée aussi. Je suis repassée en correctionnel. J'ai eu une énorme amende. Enfin bon. Voilà, j'ai vécu tout ça. Voilà. On m'a enlevé mon fils très rapidement. Là, ça a été très dur. Donc, j'étais obligée de m'inventer des buts. Voilà, parce que ça me créait un lien quand même avec mon fils. Je ne pouvais pas être la mère qui abandonne mon petit. Il était en Suisse, ça j'ai appris après. Mais j'étais là toute seule, je ne pouvais plus l'amener chez un médecin, je ne le voyais plus, il était déscolarisé. Qu'est-ce qui me restait? Donc, il me restait que mon imagination et tout ce que je pouvais trouver à chaque fois pour essayer de créer un lien. Donc, je suis d'abord allée en Suisse, où je suis condamnée également à 3 mois de prison ferme. Oui, oui, parce que j'ai essayé d'approcher mon fils. Mais c'était formellement interdit. Je suis une femme très dangereuse. Voilà. Alors, si vous voulez, pour toutes ces femmes, parce qu'aujourd'hui, on dit, c'est Carl Zéro qui disait qu'il y a 1 enfant sur 5 qui a subi quelque chose. Ça, dans une classe de 30 élèves, ça fait quand même pas mal de gamins. Pour toutes les mamans auxquelles ça arrive et qui sont aujourd'hui, 30 ans après, comme moi, qui se heurtent à un refus total, d'abord, je crois qu'il faut, de temps à autre, il faut s'éloigner. Il faut faire un bilan. Il faut se prendre 1 journée ou 2 journées, ça peut paraître aberrant, mais à s'occuper de soi-même, à penser à soi-même, à essayer de trouver les raisons de vivre, à lire beaucoup, à se dire, mais si, il y a des gens qui vont y arriver, il y a des... Voilà. Vous savez, je crois qu'on est emporté dans un flot. Puis on vit ce flot, là, c'est une rivière en crue, bon, si on sait nager, tant mieux. Si on ne sait pas nager, on s'accroche. On peut, c'est tout. Je reviens juste sur votre ex-mari. Quand vous dites à votre ex-mari que votre enfant a été violé, quelle a été sa réaction? Je l'ai appelé quand j'étais à l'hôpital et il m'a dit « tu es folle ». Ah oui, d'accord. Immédiatement, voilà, parce que moi je pensais que c'était quelqu'un qui était au château. Et il m'a dit « tu es folle ». Et il est venu de Limoges jusqu'à La Rochelle. Il est allé voir le directeur de l'hôpital et ensuite il est venu voir Alexandre. Et à partir de là, je pense que dans son petit crâne, parce que c'est évident que c'est vrai, il avait déjà tout mis au point en me disant « tu es folle ». La technique était mise en place, parce qu'après, je n'ai entendu que ça, folle, hystérique, histrion, voilà. C'était un avant-goût de ce qui m'attendait. Alors lui, si vous voulez, je ne l'ai jamais... Toutes ces réactions ont prouvé que c'était vrai, parce que si ce n'est pas vrai, pas besoin d'être aussi mauvais. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on m'a emmerdé. On a crevé les pneus de ma voiture. Oui, à la limite, la première réaction, c'est qu'est-ce qu'on a fait à mon enfant? Même lui, si à la limite, voilà, lui, jamais ça. Il a tout de suite été, ta mère est folle. D'ailleurs, là, il dit encore à Alexandre que je suis folle, que je fais des histoires pour rien, que tout ça n'a pas existé.
c'est le pauvre. Et sa réaction, qui n'était pas celle d'un père, parce qu'au début, je ne pensais pas que c'était lui, moi. C'est parce qu'Alexandre, à l'école, il dessinait des bâtons rouges et il disait à la maîtresse, ou il avait dit à la gendarmerie, je ne sais plus, papa me fait mal avec un bâton rouge qui sort de son pantalon. Après, la justice a dit que c'est moi qui l'avais obligé à apprendre ça par cœur. Essayer d'apprendre à un enfant de 3 ans, tu diras ça. Sans compter qu'un enfant qui a subi des violences, il est prostré, il ne mange plus, il a peur dès qu'on quitte la pièce, il est mutique, il est complètement changé, quoi. C'est pas. J'allais dire, quels étaient les symptômes vraiment d'Alexandre? Comment vous voyez, parce que Alors Alexandre, il s'est mis. J'avais remarqué depuis environ 1 mois que dès que je quittais la pièce, il hurlait. Donc bien sûr, je l'avais amené chez des médecins qui me disent oui, ça c'est la séparation. Bon, je ne voyais pas le rapport, mais ça bon. D'accord. Et puis il me ramène de ce droit de visite, et à partir de là, Alexandre, ça s'est empiré. Je pense que le jour où il me l'a ramené, limite, je me dis que c'était volontaire. Ce qu'il faisait peut-être avec beaucoup plus de délicatesse, il l'a fait avec énormément de violence pour avoir la garde. Parce qu'il faut savoir que ça faisait 3 ans qu'il demandait la garde. Il savait très bien que j'allais porter plainte, et il savait très bien qu'on allait me traiter de folle et m'enlever mon fils. Vous savez, je ne suis pas parano, mais je crois que tout était prêt par avance. Voilà, c'est ça. Alors Alexandre, il ne mangeait plus. À l'école, il faisait des dessins monstrueux. C'était plus un enfant, quoi. Il avait perdu 2 ou 3 kilos. Il avait des ganglions partout. Il hurlait dès que je partais. Il avait peur. Il dormait plus la nuit. Il y a eu un changement radical. Voilà, c'est pour ça que j'ai emmené voir le docteur Sabourin, parce que tout à l'heure, Pierre, tu disais qu'il y a des médecins qui font des signalements, mais ces médecins qui font des signalements sont condamnés par la justice. C'est quand même là aussi quelque chose à revoir. Un médecin comme le docteur Sabourin, qui est chef de service, je crois, à l'hôpital Necker, aux enfants malades, qui se fait condamner par un petit médecin de La Rochelle, enfin par la justice. On l'a bien écrasé. Et par là, on m'a écrasé aussi. Et surtout, on a écrasé mon fils. Si vous voulez, au bout d'un moment, vous frappez à toutes les portes. C'est ce fait, cette justice qui ne répond pas à l'attente des victimes. C'est nous qui les payons, ces juges. Ce sont des fonctionnaires de l'État à notre service qui sont là pour appliquer la loi et qui ne l'appliquent pas. D'ailleurs, il y a la loi, il y a trop de lois, parce que ça va être beaucoup plus simple, ça serait beaucoup plus radical. Et donc, je crois que c'est surtout ça qui est très difficile à vivre, parce que peu à peu, on vous enlève toutes vos possibilités. On vous réduit en miettes. Alors, oui. Voilà. Limite, on vous dépouille pour que vous abandonniez, quoi. C'est ça? Pour qu'on devienne cinglé, mais je crois que c'est pour qu'on devienne... J'avais fait un collectif avec le professeur Schwarzenberg, qui était le cancérologue, là. Voilà, c'était un homme merveilleux. On avait fait un collectif et j'avais rencontré 150 personnes qui avaient des problèmes avec la justice. Je me souviens d'une femme qui s'appelait Bozena, je ne sais pas, peut-être ce soir elle va m'entendre, j'ai plus de nouvelles. Sa fille était restée avec le prédateur et Bozena était tombée dans l'alcool, elle n'avait plus la force. Au bout d'un moment, il faut être très bien entouré. Il faut y croire. Quoi. Moi, j'y crois. Je crois toujours que ça va se terminer par une happy end. Et d'ailleurs, ça se termine toujours par une happy end, même si ça met 100 ans, mais ça se termine par une happy end. Regardez ce pauvre malheureux qui avait dit que la Terre était ronde, quand on lui a arraché la langue, et il a dit pourtant elle tourne. Bon, maintenant, il avait raison. Voilà. Alors peut-être qu'on ne sera plus là, mais peut-être que ce que fait Pierre, ce que fait Laurent, ce que vous faites tous, amènera un monde meilleur. Moi j'y crois. Voilà, pour tous ces enfants qui subissent, qu'on fait taire, pour toutes ces femmes qui finissent dans la ruine, le suicide, l'alcool, la drogue. C'est compliqué. Et c'est compliqué aussi parce qu'on n'est pas vraiment entouré. En fait, c'est quelque chose de tellement dégueulasse, c'est le mot. Hein. Les gens s'éloignent de vous parce que d'abord, c'est pas crédible. Quand vraiment vous amenez les éléments, bon, ils sont obligés de dire bon, ça doit être vrai. C'est un genre de peste, quoi. On veut plus vous voir, on vous laisse avec votre problème. Sans compter que mais tu t'en étais pas, on me dit, mais tu t'en étais pas aperçu avant, quand même. Non, on s'en aperçoit pas avant. Ce genre de prédateurs, ils sont très discrets sur leur pulsion malsaine. On n'entend pas, là, je ne sais pas, pourtant j'ai mon micro. Oh. On m'entend? Oui. J'ai une petite question, Simone. Avec le recul, ça fait 30 ans maintenant.
Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Alors la question est bien forcément très très vaste, mais qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la justice pour que les choses changent un peu? Si tu as des idées, tu n'es pas juge, tu es une artiste, une peintre, diplômée des beaux-arts, mais avec, voilà, avec tout ce que tu as affronté, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Quelles sont les idées que tu Alors, aimerais donner on sait, là. aux politiques? Ouais. Alors, il faut changer les juges. C'est-à-dire qu'il faut supprimer les juges. Il faut, à mon avis, il faut une collégiale de 5 à 7 Français qui travaillent pendant un an, qui soient assistés d'un avocat, d'un juriste, voilà, et qui, pendant un an, vont rendre justice. Un juge, ce qui m'a frappé, c'est que ce sont des gens qui sont... On ne peut pas porter plainte contre un juge. Ce sont des gens complètement irresponsables. Saint-Exupéry disait qu'un homme irresponsable était un homme immature. Donc la justice est rendue par des gens complètement immatures. En plus, ce sont des gens complètement bornés, qui ont raison. On ne peut établir aucun contact avec eux. Vous êtes classé. Et à partir du moment où vous êtes mis dans une petite case, moi c'était la case hystérique, comme beaucoup de femmes, c'est fini, on ne va pas changer. Il n'y a pas moyen de raisonner avec un juge. En plus, je tiens quand même à le dire, bon, moi, dans tous les arrêts, il y avait les frères 3 points. Là, on sait très bien qu'en justice, la franc-maçonnerie est très présente. Voilà, monsieur, le père de mon fils, a le bras très long dans ce domaine. Voilà, et donc, c'est un frère. C'est vrai qu'en franc-maçonnerie, vous pouvez tuer quelqu'un, on va vous blanchir. Voilà. Et alors, il y a aussi une mentalité, parce que après, je me suis renseignée, parce que ça m'a sauvée aussi. J'ai lu plein de trucs sur pourquoi devient-on juge. Ce sont des métiers à vocation, et en fait, ces métiers à vocation ont à la base des pulsions qui ne sont pas très, très claires. Parce que quand même, dire je vais juger quelqu'un, il y a des juges qui ont foutu des vies en l'air. Voilà, des vies d'enfants. Si c'est passé à Outreau, là, avec l'autre avocat, là, je ne sais pas comment il s'appelle, Dupond-Moretti, bon, tous ces enfants sont complètement brisés. Mais tous ces gens ne vont jamais être punis. Hein, et puis surtout, ne vont jamais le reconnaître. Je n'ai jamais vu un juge me dire bah, écoutez, dites-moi vraiment, parce que je me pose des questions. Madame, on va parler avec vous, voilà, on va essayer de... Non, ça passe d'un dossier à l'autre, enfin d'un juge à l'autre, et ça empire, parce que finalement, ils se donnent raison les uns les autres. Donc, ils en rajoutent, et vous finissez avec un fardeau énorme. Et en attendant, il y a un petit garçon qui crève. Parce que mon fils, il n'est pas du tout en bon état. Hein. Mon fils, il est borderline. Il a des gros soucis de comportement. Il a été à Infodrop pendant des années. Il a tout fait. Il a volé dans des magasins, il a volé dans des voitures, il a volé une voiture, il m'a volé de l'argent. Il voulait devenir évangéliste, après musulman, après hindouiste. Donc, excusez-moi Simone, mais du coup, on peut dire que finalement, ces enfants qui sont laissés pour compte et par rapport à des magistrats qui font pas bien leur métier, ou après on ne sait pas le réseautage qu'il y a autour de tout ça, etc. Enfin, on peut le savoir un petit peu à force de voir que c'est quand même la grande omerta de ce siècle aussi, encore une fois. Du coup, ces enfants qui sont laissés, comme vous le disiez, en train de crever, aujourd'hui, c'est la nouvelle génération quand même. Donc tous ces enfants qui sont encore laissés sur le bord de la route, j'allais dire, avec toutes ces histoires de pédocriminalité, dans 30 ans, dans quel monde nous allons vivre et dans quel monde eux ils vont vivre. Alors c'est vrai que heureusement que vous êtes là pour témoigner, heureusement qu'il y a Pierre Barnérias et quelques journalistes pour investiguer, pour dénoncer, pour libérer la parole, mais on est encore au début du chemin, j'allais dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais moi je crois qu'on va vers une société où l'individu n'existera plus. Bon, on va me traiter de complotiste, ils nous ont testé avec le vaccin. Moi, j'avais jamais vu un virus. Si on était assis, on pouvait prendre son café, mais debout, il y avait le virus. Je me suis fait arrêter à la plage parce que je m'étais allongée sur le sable. Là, pareil, il y a un quart de flic qui arrivait et qui m'a dit on n'a pas le droit de s'allonger sur le sable, il faut marcher. Donc, j'ai tenté d'expliquer parce que le virus, si je suis allongée, il est là. Si je marche, il n'est pas là. Bon, ce n'est pas la peine. Bon, j'ai eu un PV à 125 €, c'est ridicule. En fait, on teste, on est en train de faire une société qui ne réagit plus, qui accepte tout. On devient un numéro. Les enfants aujourd'hui n'ont plus d'existence, ils sont attachés à leur portable. Alors, c'est surtout leur portable. Toutes les communications sont virtuelles. Et c'est voulu, tout ça, c'est voulu. La séparation c'est l'État qui veut prendre en charge des enfants. Voilà, c'est pour ça qu'on met plein d'enfants à l'ASE. Ça, j'en suis sûre, mais sûre. Il y a une volonté d'une société dictatoriale
élitiste où nous serons, nous les gueux, n'est-ce pas, nous serons des numéros et on servira à faire ceci ou cela. C'est pour ça que la souffrance de ces enfants ne les intéresse pas. Cette souffrance-là, elle risque de grandir, voilà, comme votre fils aujourd'hui, votre fils Alexandre, il a quel âge, 30 ans? Il a 34 ans, ça fait 31 ans. C'est un adulte, comme vous le disiez, ne va pas bien. On peut dire que tous ces enfants qui sont malheureusement dans des réseaux pédocriminels ou violés, dans 30 ans, voilà, on peut s'imaginer le désastre de cette génération. Et c'est là où c'est complètement anormal. Mais c'est complètement normal. Mais si tu veux, si vous voulez, c'est un monde inversé. Oui, tout à fait. Voilà, c'est complètement inversé. Tout ce qui était bien devient laid et vice versa. Moi, je vois dans le domaine de l'art. Bon, aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont d'accord. Tout le monde a le droit de s'exprimer et tout, mais c'est pas forcément de l'art. Voilà, l'art, c'est quand même la beauté. Aujourd'hui, on vous dit le beau n'existe pas. C'est totalement faux, quoi. Le beau, c'est de l'art. Alors, on se permet. C'est ça. C'est une société narcissique, dépravée, et ça s'accentue, quoi. Parce qu'on ne donne aucune raison d'exister aux enfants. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus d'espoir, on se flingue. Hein. C'est connu en psychiatrie. Si vous n'avez pas d'espoir, boum, pas d'espoir, boum. Et c'est une société qui est comme ça, mais je pense que c'est voulu. Bon, ça, c'est plus personnel. Moi, j'ai la foi en Dieu. Bon, j'ai aucune religion. Religion, je trouve ça débile. Je pense qu'on a un Dieu pour tout le monde. On est tous pareils, on est mortels, voilà. Et je pense qu'il y a des énergies. Enfin, quand je dis Dieu, il y a un créateur. Il y a quelque chose de négatif. Et je pense qu'aujourd'hui, par les comportements, par les pensées, par les désirs de ce monde, l'énergie négative s'installe et devient acceptable. C'est-à-dire que quand vous défendez le bien, vous devenez un mauvais. Voilà, c'est là où ça cloche. Moi, c'est ce qui m'avait frappé avec la justice, c'est que c'était tellement inversé, avec aucune possibilité de leur dire, mais là, vous vous trompez quand même, c'est mon fils qui est en train de souffrir. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, parce que cet acharnement sur moi, un histrion, mais même si j'étais complètement jetée, mon fils avait hospitalisé en état grave, il y avait tous les éléments. C'est ça, donc c'est là où j'ai ressenti une volonté, mais un désir, de faire triompher ce qui est négatif. Alors maintenant, on ne va pas partir dans des grandes explications, mais ce n'est pas très normal. Tout ça. Non, parce que chacun a une foi et chacun croit, mais c'est vrai que ce qui est dingue, c'est de voir, oui, que ce mal est vraiment présent. Pierre, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce que disait Simone ? Pas vraiment, parce que je sais pas comment réagir. Moi, sur cette injustice, ce monde inversé, quoi, aussi par rapport à ces enfants. Mais à force d'être inversé, on va revenir dans le bon sens. C'est-à-dire que je pense que on assiste à la fin d'un monde corrompu, un monde où l'argent a pris le dessus sur tout, un monde où vraiment le mal s'est transformé en bien et le bien s'est transformé en mal. Et on est complètement d'accord, c'est un monde totalement inversé où la justice prône l'injustice. Enfin, c'est vrai que l'histoire de Simone avec son fils est juste incroyable, et celle 30 ans plus tard de Séverine est du même acabit. Mais encore une fois, moi, ce qui me touche le plus dans cette série, pour avoir maintenant un petit focus, un grand angle pour voir avec tous les personnages que j'ai pu rencontrer, c'est un hommage à l'humanité, en fait. C'est-à-dire que ce mal, cette société inversée nous rend témoignage du beau, rend témoignage de l'éternité, rend témoignage de l'immortel, à travers des femmes courage qui réussissent justement à combattre ces inégalités, ces injustices, grâce peut-être à leur foi, à ce qu'ils les font vivre, et à leur foi en l'humanité, c'est-à-dire à leur foi en la vie, à travers la vie de leur enfant. Ce sont des vraies lionnes. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait effectivement un jeune homme qui disait, mais on ne parle pas suffisamment d'hommes également qui sont victimes de ces réseaux. Dans cette série, on va parler également de garçons qui ont été victimes non seulement de violence, de barbarie, de rituels. On va en parler parce que c'est vrai que il y a très peu, il y a des garçons qui sont victimes de pédocriminalité. On n'en parle pas suffisamment. On va en parler justement.
Voilà, on a 10 épisodes pour faire un petit peu le tour de ce fléau qui est juste un fléau, je pense, le plus abominable et qui perdure malheureusement parce qu'il y a une chape de plomb et on le voit bien aujourd'hui avec YouTube. Enfin, c'est quand même hallucinant de voir qu'un grand réseau comme YouTube se place peut-être pas du bon côté. Donc moi, pour l'instant, je ne dis rien parce que je n'ai pas encore l'explication de la chaîne. Mais je ne pense pas que la personne va dire oups, je me suis trompé de bouton en supprimant cette chaîne, quoi. Donc, et sans rien, sans aucune explication. Donc là, on a fait on a fait une réclamation. On va voir les arguments, et je ne vois pas que peuvent être ces arguments. Il n'y en a pas, c'est pas possible. Donc, mais je reste toujours, voilà, j'ose croire en l'impossible. Voilà. Merci Pierre. Il y avait un petit témoignage. Vous voulez rebondir, Simone? Je vous en prie, il y avait juste un petit témoignage, une question, mais je vous en prie, si vous voulez rebondir sur ce que dit Pierre, allez-y. Hein. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pierre. Ce que je voulais, voilà, c'est pourquoi ces gens-là, qui ont tout pouvoir, qui sont des juges normalement, pourquoi se conduisent-ils comme ça? Il y a une raison là derrière. Parce que je ne suis pas la seule. Il y a des centaines de femmes qui subissent des horreurs, voilà, qui partent se cacher à l'étranger, enfin bon, auxquelles on enlève, je ne suis pas la seule, à laquelle on a enlevé l'enfant. Alors pourquoi? Moi, après, je me suis dit, mais pourquoi font-ils ça? Parce que c'est pas possible. C'est une société qui est complètement dépravée. Il y a quelque chose derrière. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un juge, devant les attestations du docteur Sabourin, qui est quand même pas le dernier des abrutis, m'envoie promener, quoi. Que le docteur Sabourin soit condamné. Pensez que mon fils est resté presque une semaine à l'hôpital. Voilà. Et j'ai eu des femmes juges, mais voilà. Et puis vous pouvez pas leur parler parce que vous ouvrez la bouche et outrage à magistrat, quoi. Mais franchement, c'est risible enfin, c'est risible, c'est on rit jaune, hein. Mais c'est presque risible parce que on est sorti de l'humanité dans ces cas-là. Moi, j'ai pas compris. Aujourd'hui, c'est ce qui me dérange le plus. Je voudrais bien pouvoir revoir ces juges, j'en ai pas mal, et leur dire, bon, maintenant, là, vous allez bientôt mourir, on va bientôt tous mourir. Pourquoi vous êtes conduits comme ça? Est-ce que vous avez pensé à mon fils? Parce que les dégâts sur mon fils sont quand même considérables. Mais enfin, comme je vous ai dit, je pense que la vie est une énergie, donc ils vont passer l'arme à gauche, comme moi. Et de l'autre côté, à mon avis, ça va pas être drôle pour eux. Il y avait justement... Pardon. Il y avait quelqu'un qui se posait la question, je n'ai plus le prénom de la personne, désolée, parce que ça défile un petit peu, qui demandait pourquoi votre fils, il ne comprenait pas, c'est une personne qui a vu l'épisode 1, pourquoi votre fils est sous l'emprise encore du père, avec ce qu'il a traversé. Comment psychologiquement et au niveau structurel, pourquoi ça se passe de cette façon? Alors, c'est ce que je crois, j'ai appris ça après, c'est le syndrome de Stockholm, c'est l'attachement au bourreau. Mon fils, de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, a été élevé par ce type. Il n'a vu que ce type. Et brutalement, il n'y a plus de mère ni rien du tout. Ce type était pour lui le seul, comment dirais-je, lui donnait quand même de l'affection. Voilà, donc il s'est attaché. Voilà, c'est ça. C'était dans La Maison aux Esprits, je crois, où elle est torturée et tout, et elle est quand même attachée au bourreau parce que c'est la seule personne qui, de temps à autre, lui prouve qu'elle existe. Et bien Alexandre aussi, de temps à autre, il était père. Donc Alexandre a ça. En plus, bon, il a une peur bleue de cet individu. Il faut quand même voir comment il l'a traité. Il l'a violé déjà, hein, voilà. Puis il lui parlait comme un chien. Il en a une peur bleue. Et aujourd'hui, se rajoute une dépendance financière parce que cet individu achète mon fils. Et il sait très bien que, bon, moi, je ne suis pas du tout riche. Je vais pas, puis ils ne sont pas mes valeurs. Donc, ça fait 2 ou 3 ans, il a ramené Alexandre vers lui avec de l'argent. En fait, il fait, lui, comme son père, parce que lui, il n'a jamais rien fait de sa vie, son père qui lui a tout payé, et il refait avec Alexandre le même schéma. Je sais pas. Alexandre, vous savez, je ne suis pas dans sa tête. Hein. Ce petit garçon, imaginez, il avait 3 ans, on me l'a arraché, je n'avais pas le droit de lui téléphoner, je n'avais pas le droit de l'approcher. Vous imaginez, il a dû se rattacher. Bon, il avait un précepteur, il ne voyait pas d'enfants à l'école, il n'y avait plus de maîtresse, plus de... Voilà, il a dû se rattacher des petites bribes de bonheur. Je ne peux pas imaginer, c'est vrai que quand vous dites est-ce que vous pouvez imaginer, personnellement, je ne peux pas imaginer, parce que j'ai 2 enfants, et je me dis, je crois qu'on a des envies, pardon de le dire honnêtement, mais on a des envies de tuer quand même à un moment donné quand on touche à ses enfants. C'est comme une lionne,
Vous savez, bien sûr. Aussi, j'imagine qu'on passe au-delà ou qu'on arrive à trouver le moyen de calmer cette violence au nom de notre enfant. Mais ça, c'est très difficile pour moi, qui n'ai pas eu ce genre d'histoire, d'imaginer qu'à un moment donné, on n'ait pas cette envie de passer à l'acte. Et comment vous avez fait, peut-être, si ça vous a traversé l'esprit, pour calmer, redescendre et vous dire, ben voilà, j'ai un enfant, peut-être que je dois être près de lui et je ne vais pas passer à l'acte, quoi. Parce que j'imagine qu'en tant que mère, même en tant que père, on doit avoir peut-être un peu ce genre d'envie quand même. Oui, alors moi, c'est toujours le dessin, parce que je le dessinais, parce que attachais à une chaise, je torturais, comme dans le film de, je sais plus, là, enfin, épouvantable, voilà, ça me soulageait. Je passais ma petite demi-heure à m'énerver, là, et puis après, c'est un peu comme si je l'avais fait. Voilà. Après, je me sentais mieux, ça m'avait un peu vidé. Parce qu'il faut trouver quelque chose pour se vider, parce que voilà, quand on vous empêche de parler, on vous empêche de parler à votre enfant, quand tout le monde vous rejette en disant, parce que bon, bien sûr, si la justice dit que je suis folle, les gens se disent, oh là là, voilà. Et puis ce monsieur est plus important que moi. Voilà, donc les gens préfèrent toujours croire. Voilà, importante. Social, ouais. Donc heureusement, j'avais la peinture, bon, beaucoup la lecture aussi. Ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis plongée, j'ai tout lu, hein, tout ce qui pouvait exister concernant l'inceste, le viol, toute la psychologie, y compris des prédateurs. Hein. Pourquoi deviennent-ils comme ça? Voilà, je sais que j'étais en communication avec le docteur Sabourin, qui pour lui, on ne pouvait rien faire, quoi. Il faut leur couper les mains. Et puis le reste, c'est des pulsions qu'on ne peut pas guérir, parce que quand je vois qu'on va les guérir et tout, non, c'est... Alors pourquoi cela arrive? Je ne sais pas, je ne suis pas capable de répondre à ça, je sais que ça arrive, mais je sais surtout que ces prédateurs ne sont pas les seuls prédateurs. Voilà, parce que ce type-là a fait du mal à mon fils et a pu continuer à lui faire du mal grâce à la justice. Et allez savoir s'il n'a pas fait du mal à d'autres enfants. Voilà, c'est tout. Et c'est là où ça ne va pas. On aurait pu l'arrêter tout de suite. Pas du tout, on l'a laissé violer mon fils pendant 10 ans, jusqu'à la 6e. 10 ans de l'âge de 3 ans jusqu'à ce qu'il soit au collège à Garenne en Suisse. Voilà. Simone, j'ai juste une question. Pour avoir vu vraiment toute l'interview et ces heures de rush, vous avez un courage exceptionnel. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez menacé peut-être avec la sortie de cette série? Est-ce que vous avez eu des menaces? Est-ce qu'il y a le père, le prédateur a fait signe? Est-ce que dites-moi, Oui, alors le prédateur, il est comme justement tous les très bons prédateurs. Vous ne les sentez pas arriver. Hein. Bon, parce que je dois quand même dire que j'avais eu donc 17 fois les pneus crevés et autres guirlandes, que j'avais eu de l'acide versé sur mon cardan, ma voiture qui était neuve, et d'un coup le cardan, bon, ça c'était criminel, c'est clair. Donc ce monsieur, vous savez, il arrive par derrière avec son armada, parce qu'il est très puissant, il a beaucoup de gens. Alors bon, moi je suis en bonne santé, hein, tout va bien, j'ai 75 ans, tout va bien, j'ai aucun problème de santé. Mais si par hasard je disparais, d'abord du ciel où je serai, croyez-moi, je vais les emmerder, mais là ils n'ont pas fini. Et en plus, je crois que malgré tout, le fait que ça soit su, ça le gênerait quand même où vous en tournez. Et je crois aussi que même Alexandre, parce que là j'ai eu de grosses explications avec lui, là ça fait 3-4 jours que c'est assez chaud, eh bien se dirait peut-être que c'est mon père qui a fait disparaître ma mère. Ce type, il a 83 ans, bon, c'est un prédateur, c'est un violeur, il est mal, il est forcément mal, parce qu'on ne fera jamais croire qu'un individu qui fait autant de mal est bien dans sa peau. Bon, il sait que bientôt ça va se terminer, hein, il va falloir descendre du train, le feuilleton est fini, il ne sait pas s'il ne va pas avoir des comptes à rendre, je ne vois pas l'intérêt qu'il aurait à me faire juste une espèce d'envie personnelle. Bon, ça c'est vrai que c'est possible. Mais j'ai un ange gardien efficace. Il ne me quitte jamais. Il est là, oui. Non, mais il faut, je crois au destin, je dis qu'il arrive ce qu'il arrive. Et aujourd'hui, Alexandre, justement, par rapport à la sortie de cet épisode, comment il le prend? Il m'a envoyé encore tout à fait un message tout à l'heure. Alors, il ne veut plus entendre parler de tout ça. Il voudrait tout oublier. Si vous voulez, il est tout le temps dans ce cauchemar noir.
Et pour lui, forcément, ça lui rappelle ce qu'il a vécu, parce que je n'ose imaginer, vous avez lu peut-être quand il a déposé plainte, Oui. il a été violé par ce type, par les copains de ce type, et la femme de ce type à l'époque. Bon, c'est quand même colossal que la justice n'ait pas levé le petit doigt, il a donné des noms. Voilà, il a dit que ses amis, tous les 2-3 jours, venaient s'amuser avec lui. Bon, il faut l'encaisser, ça. Hein. Ben oui, parce qu'il a voulu, enfin justement, il a voulu parler, donc pour être reconnu dans le fait qu'il a été victime. Pour essayer de se reconstituer. Il n'a pas été reconnu, donc ça fait double, comme disait Pierre, c'est la double peine, Pierre, c'est ça dans ce oui, genre c'est une double peine, oui. C'est une double peine. On vous massacre encore plus, quoi. Oui. Voilà, on vous a coupé la tête, mais on va vous finir. Voilà, c'est. Et c'est tellement effroyable que personne ne vous croira. Il est là la magie, la perversité du système. C'est que c'est tellement immonde, c'est tellement impensable, que forcément personne ne va vous croire. Donc la double peine, elle est réelle, quoi. Oui, surtout que ce genre d'individus, ils sont charmants, vous savez, ces pervers sont charmants. C'est moi qui forcément était complètement délabrée. Bon, heureusement, le professeur Quentin Debray avait dit que c'était le comportement normal d'une femme qui défendait son enfant. Parce que bon, j'avais plus peur de rien, plus peur des juges, des procureurs et tout, j'en avais plus rien à foutre d'un moment. Mais c'est vrai que moi, j'arrivais, je passais pas des heures à me pomponner, quoi. C'était lui toujours nickel, hein, parfait, là, cachemire, pas un cheveu qui dépasse. Voilà, et c'est pour les gens qui sont très sensibles à l'aspect extérieur. Ah bah, oh, à quoi elle ressemble, non, mais c'est. Oui, on est encore dans cette société de représentation, narcissique, très égoïste. Voilà. C'est ça, c'est un peu l'ancien monde, mais qui s'accroche encore, et j'espère que ça, un jour, ça va s'arrêter, parce que voilà, votre combat, il y avait une petite question, comment, après tout ce que vous avez traversé, je vous l'avais posé en tout début de ce live, mais peut-être que cette personne n'était pas là, comment vous avez fait pour traverser, comment vous êtes aujourd'hui et comment vous tenez debout aujourd'hui après tout ce que vous avez traversé. Donc, vous avez expliqué qu'il y avait la peinture, vous êtes une artiste, donc l'expression, mais peut-être qu'il y a autre chose, la foi aussi, vous avez parlé de votre foi. Oui, oui. Alors, si vous voulez, moi, je crois qu'on est sur Terre pour lutter contre le mal. Je vais vous dire que c'est même pas faire le bien, c'est lutter contre le mal. Parce que des fois, on peut lutter contre le mal en faisant des choses qui sont pas très bien. Mais l'important, c'est lutter contre le mal. Donc, et je pense que chaque individu, on a un destin. Je crois pas du tout au libre arbitre. Voilà. Je crois que bon, quand il nous arrive comme ça des choses, il y a deux solutions. Soit on se flingue, on se met à boire. Soit on accepte et on se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai en main maintenant? Bon, c'est vrai, quand on vous enlève tout au fur et à mesure, bon, il vous reste que votre petite culotte. C'est pas terrible, parce qu'on m'a ruiné, j'avais 7 appartements, j'ai dû tout vendre, enfin, on m'a condamné. Mais je suis intimement persuadée que le bien triomphe toujours du mal. Ça peut mettre 100 ans, 200 ans. L'histoire a prouvé, de toutes les manières. Tout à fait. C'est très long à ouvrir les mentalités, surtout dans ces domaines aussi, franchement répugnants, quoi, parce que c'est répugnant. Vous imaginez un père au-dessus de son bébé de 3 ans, mais là, on ne peut même pas l'imaginer. Et justement, tout à l'heure, on parlait de... Voilà, il y a une dame aussi dans le chat qui disait qu'elle-même aussi, elle a son petit frère qui a été violé à l'âge de 9 ans, et donc elle a eu cette envie de passer à l'acte, de tuer la personne qui faisait ça à son petit frère. Mais il y a tout un chemin, on peut le voir au fil des épisodes, Pierre va nous en parler tout à l'heure, il y a tout un chemin aussi sur ce pardon. Est-ce que vous, ce pardon, il est presque là, il est là Oui, non, mais de toute manière, on est obligé de pardonner, hein, parce que, en fait, ces gens-là sont des irresponsables, mais on ne peut pas déresponsabiliser. Pardonner, c'est une évidence. Un individu normal ne se conduit pas comme ça. Il y a des carences quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez lui. Et je ne vais pas, moi, me ronger avec la haine, hein, ça ne sert à rien. Je lui pardonne, je pardonne même au juge, parce que c'est Jésus qui me dit pardonnez-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais je crois qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, quoi. C'est tout. Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je vous assure, j'étais convoquée en correctionnel et tout, j'y allais presque en rigolant, parce que c'était tellement ubuesque, tous ces gens-là, avec leur costume, leur tralala, et moi qui n'avais rien fait, et on s'acharnait contre moi, on me faisait... Voilà. Au bout d'un moment, la seule chose qui m'a fait beaucoup de bien aussi, c'est de rigoler. Oui, d'ailleurs, vous parlez avec un détachement énorme. Donc, il y a sûrement des gens qui se disent, oh là là, mais elle rigole, alors que c'est un sujet, une cause tellement grave que vous l'avez vécu. De toute manière, on ne peut pas leur amener d'arguments. Tout ce que vous allez dire va se retourner contre vous. C'est ça qui est hallucinant.
Et je pense que dans tous les épisodes, ça va être pareil hein, pour toutes les personnes. Tout ce que vous amenez, c'est vous. C'est faux, c'est contre vous, ça se tourne. Voilà. Donc, au bout d'un moment, c'était tellement ubuesque que j'avais pris l'habitude soit de leur citer quelques phrases de grands penseurs ou des pièces de théâtre et de leur expliquer que c'était presque drôle. C'était tragiquement drôle, quoi. Voilà, c'est tout. Le problème, c'est que ça avait juste moi, mais il y avait mon petit garçon. Ça, c'est... Comment vous dire? C'est ignoble. C'est une monstruosité d'avoir fichu un gamin comme ça en l'air. Parce qu'Alexandre, il est bien bousillé. Hein. En plus, il ne veut pas avoir de psy, parce que je pense que son père qui est mignon. Il me dit, je ne suis pas fou, je ne veux pas avoir de psy, mais il ne travaille pas. Bon, il fume toute la journée, le machin, là. Il est très coléreux. Il ne rencontre personne. Il fait des fixations. C'est un enfant qui n'est pas construit. Et puis bon, à son âge, il n'a pas d'identité. Voilà. On lui a pris, on l'a réduit. On a tué un petit peu on a tué son identité. Voilà, je me souviens quand il était petit, il faisait des dessins. Aujourd'hui, Alexandre ne s'intéresse à rien. Mais à rien. C'est un néant total. Il survit. Voilà, il survit. Alexandre n'a pas été suivi, il n'a pas été pris en main à un moment donné par des thérapeutes, non. Quand il est revenu, il se droguait énormément. Je l'ai emmené à Infodrogue. Et là, il y avait un monsieur qui était très bien, mais qu'on a retrouvé mort sur son siège. Il était très bien. Il avait convoqué le père d'Alexandre, qui avait été très contrarié d'ailleurs. Et ça m'avait frappé parce qu'en partant, ce monsieur, donc, je vais dire son nom, il a sorti une liasse de billets qu'il a tendu à ce psychologue qui était Infodrogue. Et là, j'ai vu le psychologue, en 2 secondes, il a tout pigé. Il a dit, qu'est-ce que c'est ce type? Je le convoque pour parler de l'état de son fils, et lui, il arrive avec une liasse de billets. Voilà, c'est vous dire le niveau de l'individu qui ne faisait que patauger dans le poumon. Voilà. Alors donc, Alexandre, non, n'a jamais été suivi parce que il veut pas, il a honte. Il a honte d'aller parler de ça. Il me dit, je veux tout oublier. Mais un jour, il va y avoir une somatisation, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé. Il va faire une somatisation grave, forcément. Ça peut pas. Là, j'ai une amie qui se met à uriner, elle a 60 ans, elle se met à uriner au lit. Bon, elle a fini par avoir un psy qui lui a dit qu'elle avait eu des attouchements dans son enfance. C'est ressorti comme ça, par une somatisation. Ça ressort toujours. Hein. Sûr que ça à un moment donné ou un autre, et on ne s'y attend pas. Et pardon, la dernière question, après je laisse la parole à Pierre. Le papa, l'agresseur d'Alexandre, est-ce que lui-même, est-ce que vous connaissez son passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui-même a été agressé, maltraité? Je ne sais pas, parce que parfois on dit que ça peut se répéter, mais pas forcément non plus. Alors, je sais qu'il a été élevé chez les jésuites, bon, c'est pas terrible. Je sais qu'il me montrait des poèmes qu'il écrivait et son père le frappait parce que son père ne voulait pas qu'il écrive de poèmes. Je pense qu'il avait un traumatisme, il avait sans doute subi des maltraitances, pas forcément à ce niveau, mais des humiliations, des brimades, des choses comme ça, à mon avis. Mais tout ça, si vous voulez, j'ai un peu décanté après. Oui. Parce que, pour moi, c'était pas forcément, ça m'intéressait pas forcément, ces histoires de psychologie, je suis rentrée dans un monde très complexe, voilà, avec plusieurs notions, plusieurs avis, parce qu'il y a plusieurs écoles de psychologie, de psychiatrie, chacun y va à son truc. Non, mais j'ai tout fait, je m'étais même acheté un pendule pour voir. Mais oui, mais après toutes les issues, on cherche aussi, j'imagine, des issues de respiration, quoi. Voilà, voilà, c'est ça, on se rassure comme on peut. Hein, voilà, il m'a toujours répondu à côté, le pendule, mais c'est pas grave. Voilà, alors, des fois, j'ai recommencé 10 fois. Voilà. Chaque fois qu'il y avait un référé, là, et hop. Alors, des fois, il me disait oui, c'était non. Après, il disait non après avoir dit oui. Enfin, c'est tous les trucs, c'est à la con. Mais ça fait rien, ça vous occupe l'esprit. L'important, c'est de plus être là à penser à son enfant. Il faut se dire, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Moi, je suis vivante, je suis sa mère. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut en parler, bien sûr. C'est pour ça que Pierre de Carl Zéro, tout ça, c'est très bien. Il faut en parler, il faut diffuser le message. Parce que c'est un fait de société, ce truc-là. Il y a beaucoup de gens qui acceptent. Hier, on a regardé le film, et bien, il y avait deux jeunes femmes qui étaient là, qui toutes les deux ont subi des attouchements quand elles étaient jeunes par des voisins. Et qui n'ont rien dit parce que les parents avaient dit, tais-toi, ne dis rien à personne.
Voilà, ça, il y en a beaucoup. Vous savez, quand j'ai fait la grève de la faim, il y a beaucoup de femmes du village qui sont venues me dire, moi, on m'a fait ça, moi, on m'a fait ça. Bon, c'était pas toujours des viols, mais des attouchements. Des petites choses pas très claires, quoi. Voilà. Donc, c'est dans les mœurs, en fait. J'ai presque considéré c'est le droit de cuissage, enfin, j'en sais rien. Oui, avant, il y avait le cuissage, maintenant, il n'y a plus le droit de cuissage. Maintenant, le droit d'inceste doit disparaître aussi. Absolument. Et tous ces juges, il faut éliminer tout ça. Il faut des collégiales. Et quand un médecin fait un signalement, à cette seconde-là, il faut protéger l'enfant. Il faut le laisser avec le parent protecteur. Parce que leur truc, c'est de les mettre à l'ASE, à la je sais pas quoi. Enfin, c'est monstrueux. Il se passe des choses épouvantables dans ces endroits. Épouvantable. Oui, Pierre peut nous en parler d'ailleurs par rapport à la série où là aussi, Pierre, vous pouvez nous reparler un petit peu de la saison 1 et des épisodes aussi. Donc, Simone démarre avec les flagrants délits d'injustice, mais il y a aussi Séverine, pour qui ça se passe aujourd'hui. Il faut brancher le micro. Pardon. Pardon. Moi, la technique, paradoxalement, ça va pas ensemble. Non, il y aura un deuxième volet, effectivement, donc 30 ans plus tard, avec une jeune maman qui se bat comme une lionne, pareillement, et qui a une capacité à la fois de bien cerner le problème, de parler, une vivacité d'esprit, qui fait qu'elle est encore debout après l'innommable. C'est-à-dire quand vous avez les preuves quasiment flagrantes du viol, avec des caméras qui ont été posées dans la chambre, et que vous voyez un papa sitôt rentré qui va dans la chambre se saisir de sextoy, puis après disparaître dans le salon. Enfin, je sais pas par quelle sensation, par quelle émotion est passée cette jeune femme, et aujourd'hui, alors que toute la justice lui est tombée dessus également, alors qu'elle avait déjà des preuves. Donc vous imaginez toutes les mamans qui n'ont rien comme preuve et qui doivent subir, avec pas grand-chose, toute cette injustice. Là, non seulement, ce qui était très intéressant dans ce deuxième volet de flagrant délit d'injustice, c'est que vous avez une jeune femme qui est debout, qui a un esprit qui est d'une vivacité incroyable, et qui tient tête aux procureurs, aux juges, aux avocats, aux policiers, aux gendarmes. Elle est juste exceptionnelle, à l'image de Simone. Donc, moi, à travers cette série, je rends vraiment hommage à des personnages qui sont juste des nouveaux héros de la planète. Vraiment. Que ce soit là, on parle de femmes, mais il y a également des hommes dans cette série qui sont incroyables, qui réussissent à faire des choses impensables également. Donc voilà, c'est pas, encore une fois, j'insiste, c'est pas une série c'est une série d'abord pour ouvrir les yeux, et en même temps de se rendre compte que, ben oui, il y a une humanité qui est belle à voir à travers justement toutes ces femmes qui se battent pour leurs enfants, pour nous-mêmes, quoi, qui se battent pour nous tous, en fait. Parce que les enfants de l'humanité. D'enfants, et c'est juste quelque chose d'impensable. Et de savoir que la société a mis le couvercle pendant tant de siècles sur ce séisme, sur ce tremblement de terre, à chaque fois qu'un enfant est violé, bah c'est notre espèce qui disparaît. Même les animaux ne font pas ça. Comme le disait très justement Laurence lors d'une interview qu'elle m'avait donnée, qu'elle avait faite dans une salle de cinéma. Elle-même, elle avait témoigné, parce qu'elle avait été venue voir le film Les Survivantes, en disant mais comment notre espèce peut-elle faire un acte aussi monstrueux? C'est pas possible. C'est se nier soi-même. Donc c'est vrai que ça pose la question de l'origine du mal. Et moi, on en reparlera dans la saison 2, on parlera de ces rituels sataniques. On va y revenir, vous inquiétez pas. Il y aura une suite aux survivants dans certains cas. Donc ça aussi, je tenais à le dire. Et je tiens aussi à... Alors je fais un petit pas de côté, mais je sais qu'on m'a souvent reproché de dire, bon Pierre, t'es gentil, mais t'es venu nous voir, tu as fait des interviews, et nous, on n'est nulle part. On n'est ni dans Les Survivants, ni dans ta série. Alors oui, c'est vrai, je m'en excuse, mais je veux juste dire que je n'ai pas le choix que de faire des choix, en fait. C'est-à-dire que je suis obligé de choisir, et je choisis en fonction de critères qui sont l'efficacité, alors que effectivement j'ai des dizaines de témoignages que j'ai toujours et qui serviront peut-être, j'en sais rien.
et je voudrais m'excuser là auprès de ces personnes qui sans doute doivent m'en vouloir un petit peu de ne pas avoir encore mis en ligne leur histoire. Mais il y en a tellement, il y en a des millions, enfin des milliers. Moi, j'en ai filmé une quarantaine, une cinquantaine. Et c'est sûr qu'après, il faut. Et ces choix, c'est toujours très difficile à faire. Mais je n'ai pas le choix que d'en faire, justement. Et j'essaie justement, à travers des personnages comme Simone ou Séverine, de parler au plus grand nombre. Il est là. Et je ne peux pas faire non plus 50 documentaires de 52 minutes. Je vais saouler tout le monde. Là, déjà, de faire une série avec très très peu de moyens, c'est pour ça que j'en profite pour lancer un appel, parce que l'idée m'est venue quand j'ai appris que YouTube avait censuré cette chaîne, me dire, moi, je vais rappeler tous mes coproducteurs qui, depuis 10 ans, me font confiance en disant, aidez-moi à trouver du financement pour financer une campagne de pub sur les chaînes de télé. Ce serait intéressant quand même de voir 30 secondes d'un spot publicitaire sur C'est notre petit secret, sur des grandes chaînes d'infos ou des chaînes de télévision. Donc voilà, pour moi, c'est un appel que je lance à mes amis coproducteurs qui me soutiennent depuis tant d'années, et peut-être à d'autres qui se disent, voilà, c'est un sujet il n'est pas important, ce sujet. Il est juste capital. Un capital. Pour moi, il n'y a rien de plus fort que ce sujet de la pédocriminalité. Donc oui. C'est un crime contre l'humanité, la pédocriminalité. Mais bien sûr. Voilà. C'est plus qu'un crime. Ça bousille des enfants, des familles. C'est une bombe nucléaire, le viol d'enfants. Donc, et nous, je sais que par exemple, on va s'attaquer demain à travers la pornographie également. On va s'attaquer au problème de ces enfants qui ont 12 ans, 13 ans et qui se retrouvent devant les tribunaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont agressé sexuellement des nourrissons ou des enfants de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Il y en a de plus en plus. Les pédopsychiatres sont affolés. Et aujourd'hui, ça fait déjà 10 ans qu'ils tirent la sonnette d'alarme en disant, attention, là, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Comment un enfant de 12 ans ou de 11 ans ou de 13 ans peut-il agresser sexuellement avec des objets, avec tout ce que vous voulez, des enfants ou des nourrissons de 8 mois ou d'un an. Et on découvre aujourd'hui que c'est parce que ces enfants à l'âge de 4 ou 5 ans regardaient des films X. Aujourd'hui, il faut savoir que les jeunes s'élèvent avec le porno. Donc, comment voulez-vous vous construire sexuellement en étant… Et moi, les pédopsychiatres m'avaient dit à l'époque, je vous parle de ça, c'est il y a plus de 10 ans, que quand un enfant de 10 ans ou de 4 ans ou de 5 ans regarde un film X sans savoir ce que c'est une bombe nucléaire dans son cerveau. Il ne faut pas s'étonner que quelques années plus tard, ils s'en prennent à d'autres enfants. Donc c'est le cercle du mal. Donc comment briser et s'attaquer à ce cercle? Moi j'essaye de faire ma part, je pense que je l'ai faite. Et maintenant j'espère que d'autres vont suivre. Et je remercie déjà énormément Pascal Justice qui a ouvert la voie avec son film Viol d'enfant, la fin du silence en 2000 avec Élise Lucet. Merci également bien sûr à Laurence Beneux qui, grâce à toi, Simone, a consacré quasiment toute sa vie à ce dossier qui est épineux, qui est délicat, qui est fort. Enfin, je veux dire qu'elle a été poursuivie, elle a dû déménager plusieurs fois, Laurence. C'est pas rien de donner sa vie pour dénoncer ces prédateurs. Et merci de ton sourire, parce que ça montre que, oui, on est là. Ça montre que c'est possible de traverser en fait l'horreur et l'enfer, et que quand on est la foi comme Simone et comme d'autres, qu'on arrive à justement attraper cette lumière et la garder et à traverser tout ça. Voilà, c'est un témoignage vraiment qui touche profondément. Et justement, Pierre, il y avait, pardon, excusez-moi, on revient après, mais il y avait juste une petite question, des personnes qui sont sûrement un petit peu malheureusement frustrées, comme tu le disais, sur des interviews qui ont été faites. Mais sachez que la chaîne, justement, YouTube CNPS, elle a été dédiée à ce qui est justement des témoignages hors série qui passent aussi là-dessus. Donc, on est peu nombreux, mais on travaille d'arrache-pied. Et donc, tout va être petit à petit mis au grand jour. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a une personne qui se demandait pourquoi, mais moi, je vous le dis parce que c'est passé dans le chat, pourquoi vous ne donnez pas le nom du papa mais ça, voilà, c'est votre choix et votre droit. Voilà. Je ne peux pas. Il y a eu un non-lieu, il est présumé innocent. Et il est présumé innocent, et oui, aujourd'hui encore. Il y a eu un non-lieu.
Il y a eu un non-lieu. Bon, il peut y avoir un fait nouveau du jour au lendemain. Il faut y croire, on ne sait jamais. Voilà. Mais il est présumé innocent. Donc moi, je l'accuse. Je dis qu'il a violé mon fils, j'en suis intimement persuadée. Mais si je donne son nom, il va me poursuivre en diffamation. Voilà, d'ailleurs, à mon avis, il va me faire quelques emmerdes dans pas longtemps. Ouais, je pense. Ça fait, je ferai une expo encore, je ferai une autre expo avec des. Non, parce que là je reste optimiste quand même, parce que c'est un sujet dont tout le monde doit s'emparer. Et je pense qu'avec cette série, on a suffisamment de matière, on a suffisamment de témoignages, de partir de flagrant délit d'injustice. Après, on va parler de viol en médecin organisé. Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, tous les médecins ne sont pas des violeurs, loin de là, bien sûr. Il y en a qui sont des médecins remarquables, et j'en connais un, j'en connais plusieurs du reste, mais voilà, donc avec ce système, regardez l'affaire Le Squarneck, c'est 3000 victimes, 3000 victimes, un chirurgien, 3000 victimes. Donc voilà, il y a des réseaux, il y a des médecins entre eux, entre psychiatres, ils se couvrent, enfin bref, psychiatre ou anesthésiste réanimateur, c'est très intéressant d'avoir un anesthésiste réanimateur quand vous êtes un violeur et quand vous êtes un chirurgien. Voilà, donc donc ça, on va parler de ça, on va parler également de l'État prédateur, comment l'État prédateur aujourd'hui permet justement d'opérer un crime institutionnel. C'est un crime institutionnel, ça ne va pas ensemble les deux. On va essayer de le montrer à travers ce qui se passe, notamment à travers de l'aide sociale à l'enfance, qui est quand même, voilà, chaque année, les départements reçoivent quasiment 9 milliards d'euros. Forcément, voilà, c'est une manne financière auquel les présidents de département ne sont pas insensibles. Je ne suis pas en train de dire que... Voilà, tout à l'heure, tu as dit 3000 victimes, il y en a eu plus de 300. Non, il y avait 300 parties civiles. Oui. Mais aujourd'hui, le directeur de l'enquête estime qu'il y a plus de 3000 victimes. Ah oui. Et les enquêtes se poursuivent. Donc là, il a été condamné à 20 ans avec même pas une peine de sûreté, je crois. Je pense que dans 6 ans, il est libre. C'est que ça, il faut savoir qu'en 2030, il est libre, ce garçon. Hein. Et il a fait... L'enquêteur qui a mené l'enquête parle quand même de 3000 victimes. D'accord. Il a opéré... On ne la connaît pas, cette information. D'ailleurs, elle n'est pas passée dans les grands médias. On a entendu juste que ce prédateur a pris 20 ans de prison, mais... Cette information sera dans l'un des volets... Dans la saison 1. De la saison 1 sur viol en médecin organisé. Donc il y a deux parties sur ces... Il y a deux parties. La première partie avec Laurence Beneux, qui a fait une belle enquête également, qui était présente, qui a suivi tout le procès comment ça, en Bretagne, j'ai oublié. Enfin, le procès qui a suivi tout le procès. À Vannes. Pardon ? À Vannes. À Vannes, merci. Qui a suivi tout le procès à Vannes et qui a notamment recueilli le témoignage de 2 personnes, une pédopsychiatre et une jeune femme qui a été violée par un psychiatre à l'âge de 16 ans et dont on rapporte le témoignage dans ce premier volet de viol en médecin organisé. Après, il y aura un deuxième volet également avec 2 autres témoignages complètement différents. On terminera par un volet État prédateur où là, on ira regarder du côté de l'aide sociale à l'enfance qu'est-ce qui se passe. Encore une fois, voilà, moi, je suis juste là pour montrer. Je donne la parole à des personnes qui ne l'avaient pas forcément et j'essaye de mettre au jour ce qui est resté caché pendant trop de temps. Voilà, c'est ça. C'est une série sur du long cours avec très très peu de moyens. Donc je le redis, je relance un appel si vous voulez, à cause de cette censure de YouTube, on ne sait pas encore si c'est une censure ou si c'est un accident. J'attends de voir les réponses que va nous donner YouTube à la suppression de cette chaîne. Mais voilà, aidez-nous à financer une campagne de pub sur les chaînes de télé ou dans les grands médias. D'ailleurs, Pierre, désolé, mais il y a des gens qui disent que vous êtes que vous récupérez de la thune. Voilà, est-ce que vous pouvez répondre à ces personnes rapidement ? Allez-y, dites-moi où je récupère de la thune. Voilà, c'est quoi le récupérer de la thune? Ça veut dire ça veut dire que, enfin, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais en tout cas, ça voulait dire qu'au travers de vos films, vous faites de l'argent. En gros, mais bien sûr. Alors oui, peut-être qu'il faut le répondre encore une fois. On l'avait fait. Je réponds. Alors voilà, moi je me bats chaque année pour trouver de l'argent pour faire des films.
Donc, où je ne travaille pas gratuitement. Donc, si ce monsieur travaille gratuitement, il est fabuleux. Il faut qu'il me donne sa recette pour travailler gratuitement. Moi, j'y arrive pas. Et croyez bien que je n'ai pas de château, je suis propriétaire de rien, je suis locataire, donc voilà, faire de la thune, en plus, comme on dit, faire de la thune sur des sujets aussi monstrueux, ça fait 11 ans d'enquête. Donc, s'il veut prendre ma place, qu'il la prenne tout de suite. Oui, et puis je pense que vous avez quand même des équipes. Quand vous tournez, vous avez un caméraman, vous avez des gens qui se baladent dans toute la France. Enfin, voilà. Je vais juste vous donner un tarif. Une série de 3,52 minutes sur une grande chaîne de télévision, sur un sujet dont tout le monde se fout, est vendu, je dis bien, est vendu à la chaîne de télévision 770 000 € pour 3,52 minutes. D'accord? Cette série-là, pour parler, il y a plus de 10,52 minutes. Le total du financement qui a commencé en 2011, on arrive à peine à 630 000 €. Donc, qu'on arrête. Et moi, mon seul objectif aujourd'hui, c'est de rembourser toutes les personnes. J'ai 9 coproducteurs, de les rembourser au minimum. Et si une fois que cette série sera remboursée, eh bien sûr qu'elle sera... Oui, merci à Alain, parce que, pardon Pierre, je vous coupe, mais merci à Alain qui dit en même temps, sans argent, tu ne peux pas faire de film, c'est idiot comme raisonnement. Non, voilà. Mais c'est... Donc les gens se répondent un petit peu entre eux, mais c'est juste pour remettre un peu l'église au centre du village. C'est même pas ça, je trouve ça tellement ridicule. Je trouve ça tellement ridicule, ce genre de réaction. Ce sont des trolls qui arrivent quand même à s'immiscer un petit peu, donc c'est pas vraiment grave. L'essentiel, il n'est pas là. Je pense que l'essentiel, c'est le message de Simone qu'elle porte au nom de toutes ces femmes qui n'ont pas encore peut-être la force de le faire et qui sont en train de traverser ce que vous avez traversé. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, Simone, à ces personnes? Alors, je vais leur dire que quand on est comme ça dans l'horreur, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut prendre des temps d'arrêt. Des temps d'arrêt avec soi-même. Soit aller se coucher pendant 24 heures. Il faut quelque chose nettoie, d'une façon ou d'une autre, pour pouvoir ressurgir après avec des idées plus neuves. Parce qu'on est tellement écrasé, c'est un rouleau compresseur qui vous écrase, et on ne peut plus tout seul se ressourcer. Il faut lire, il faut sortir, parce que les idées arrivent, après l'énergie revient, on se sent vivant. D'abord, il faut toujours se dire qu'on a raison, point barre. C'est tout. Ces gens-là, non, mais c'est vrai que ces gens-là, les pauvres, ils sont dans l'erreur, ils ne s'en rendent pas compte, mais on va leur apprendre, donc avec Pierre qui fait donc du fric sur le dos des victimes. Oui, bien sûr. Non, mais j'adore quand j'entends des trucs comme ça. Voilà, eh bien, voilà, il faut leur dire qu'on a raison. Voilà, qu'il faut toujours avoir ça en tête. Se dire, j'ai raison, moi je suis dans le vrai et je sauve mon enfant. Tout ce chemin, tout ce qui se passe, dans 50 ans, je dis peut-être dans 10 ans ou dans 30 ans, il y aura des bouquins qui vont être faits là-dessus, sur cette société complètement dépravée, ce monde des juges. Il va se passer forcément des choses. Toutes ces femmes qui souffrent, et j'en ai connu, parce que j'en ai une hôtesse de l'air, enfin, elles tombent souvent dans l'alcool et tout, parce que elles ont. Et puis il y a la peur aussi, parce que ces gens-là vous font peur. Voilà. Mais en fait, qu'est-ce qui peut vous faire peur quand c'est des mortels? En fait, voilà, c'est cette peur qui anesthésie finalement. De toute façon, on est une anesthésie générale aujourd'hui. Le monde est sous anesthésie générale, sous cette peur. Aujourd'hui, oui, il faut surtout les femmes qui sont dans la peur, qui se sentent prisonnières parce qu'elles n'arrivent pas à porter plainte, elles n'arrivent pas à faire le pas parce qu'elles ont peut-être un ex-compagnon ou un mari voilà, qui les fait taire. Où est-ce qu'elles vont trouver ce moment où elles vont se dire ça y est, je bascule et j'y vais, quoi? Alors, je vous dis, il faut trouver des trucs. Il faut en fait se fabriquer ces trucs. Moi, si ça n'allait pas du tout, j'allais dormir. Je dormais 24 heures. Voilà, ça me régénérait. Je me réveillais, j'étais neuve, avec des idées neuves. À chacune de trouver l'espèce de petite flamme qui va rallumer la force. Il y en a, chez tout le monde, il y en a. Il y a eu des choses horribles dans ce monde, il y a eu des camps de concentration, des guerres, et il y a des gens qui sont là. Parce qu'on ne peut pas laisser faire, quoi. Déjà, on ne peut pas laisser faire ça, mais c'est complètement fou. Moi, si ça me... Et puis, il y a des enfants en jeu, et puis c'est le monde de demain qui est en jeu. Voilà, et je voulais dire quand même quelque chose, quoi. Tous ces gens-là, ils sont dans l'obscurité, mais l'obscurité cherche toujours la lumière. La lumière n'a pas besoin d'obscurité. La lumière, elle brille. L'obscurité, elle va toujours vers la lumière. Donc, on va forcément aller vers du meilleur. C'est l'histoire de l'humanité, c'est comme ça. Il y a des phases négatives avec des gens qui sont négatifs et qui travaillent avec le négatif. Et là-bas derrière, il y a une petite musique, là. Il y a quelque chose de beau qui arrive, voilà.
et qui va faire, c'est un tableau Léonard de Vinci, quoi. Ça va être magnifique. Alors, on ne sera peut-être pas là pour voir, mais on le verra de là-haut. Mais de toute manière, on sait parce que ça va exister, ça va faire. Voilà, il faut être persuadé qu'on travaille pour le vrai, pour la vérité. Et ça, c'est le plus important dans la vie, être dans la vérité. On est dans un monde faussé. On voit bien qu'on va dans le mur. Hein. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais c'est pas terrible. Mais après, il va y avoir la lumière. Et beaucoup de choses vont sortir, en mieux. Le problème, c'est que voilà, là, on est dans la boue totale. Quoi. On ne peut plus. Là, il y a de la boue, l'eau ne circule plus. Donc, à un moment donné, il va se passer quelque chose. On ne sait pas. Parce que voilà, on ne sait pas. Tout peut arriver du jour au lendemain. Il peut y avoir des scandales épouvantables, il peut y avoir, je ne sais pas, tout peut arriver. Moi, j'ai confiance. Ce sera peut-être long, hein, mais j'ai confiance. Et je vais vous dire, mon fils, il va très mal, mais il revient toujours vers sa mère, parce que d'abord, c'est très bien. Je dis, c'est vrai, que je suis lucide, et il a besoin. Finalement, il a besoin de ça. Il a besoin que je lui dise. Bon, en tout cas, j'envoie vraiment de très belles pensées à votre fils. Voilà, oui, merci beaucoup. Merci. Vraiment, à vous et à votre fils, vraiment, Alexandre, si tu nous écoutes, bah, écoute, je te mets dans mes prières en tout cas, voilà, et je te souhaite vraiment plein de belles choses, voilà, parce que tu vas pouvoir réussir et te sortir de là, moi j'en suis sûre, on peut. Quand on veut, on peut. Mais tu as une maman qui est vraiment très lumineuse, donc il faut se raccrocher à cette lumière. Oui, mais il s'y raccroche, et je suis sûre qu'un jour, il va lui-même s'éveiller, s'ouvrir. Ça vient tout doucement, hein. C'est très très long, et puis on l'empêche de s'ouvrir, mais ça vient. Et d'autres enfants aussi. Et de tous ces enfants que Pierre sauve, parce qu'en fait, chaque fois qu'un film comme ça sort, ça donne du courage à tous celles qui vivent, voilà. Donc ça sauve aussi des enfants, et ça prévient tous ces témoignages importants, parce que bon, ça existe, on ne fantasme pas, hein, on n'est pas des dingues, ça existe. Voilà, c'est un grand massacre qui se passe. Donc, c'est bien. Il y a donc plusieurs utilités. C'est un témoignage, ça prévient, ça soutient. Et puis, c'est l'annonce d'un monde qui sera beaucoup plus humain. Parce que là, on n'est plus dans l'humanité. Enfin, pour moi, on a affaire à, je ne sais même pas des monstres, je ne sais pas. Pierre. Oui, et c'est ça qui me rassure, en fait, paradoxalement. C'est de savoir que c'est tellement inhumain que c'est pas humain, que c'est pas humain, que ça peut pas durer. Donc on est, et ça c'est là c'est que mon avis. Hein. Là je sors de mon rôle, enfin je sors pas de mon rôle de réalisateur, mais du journaliste que j'ai toujours été. C'est que je pense vraiment que c'est tellement monstrueux que ça ne peut pas être humain. Donc on revient à ce combat entre le mal et le bien, et qui est un combat qui est extra-naturel, qui est extraordinaire, qui est entre des forces qui nous échappent, et qui fait que voilà, que l'homme il est la cible, hein, donc il est la cible de ce combat-là, parce qu'on est dans comment s'appelle ce combat pour les âmes, et c'est violent, et ça permet, enfin c'est nos limites, quoi, nos limites. Et à partir du moment où on a rayé Dieu de nos vies, où on l'a complètement côté, et que justement à travers ces crimes assez odieux, regardez, moi je parle souvent maintenant, on va faire un sujet sur le satanisme, mais le satanisme c'est une religion aux États-Unis, c'est une religion. Il y a des comment s'appelle, des adeptes, il y a des rituels, il y a des cérémonies. Il y a des églises de Satan. Il y a des églises de Satan. Il y en a deux à Paris. Il y en a deux à Paris aux États-Unis. On peut appeler ça église. C'est une religion. Donc moi, ce qui me rassure, c'est pas pour excuser ces personnes qui font des actes absolument odieux. Je pense qu'il faut maintenant, parce que ce sont des personnes extrêmement intelligentes, d'une intelligence perverse. Mais et j'espère que vraiment ils auront, avant de partir, avant de mourir, cet éclair de génie pour dire, peut-être pour reconnaître les faits. Ça serait, je pense, le plus beau cadeau que pourrait recevoir Alexandre, c'est que son géniteur lui dise avant de partir. Pardon. Même si c'est un
impardonnable, mais au moins qu'ils reconnaissent parce qu'il a toujours, moi j'ai lu. C'est ça, c'est un besoin de reconnaissance. Oui, complètement. Complètement, de reconnaissance et de pardon, quoi. On a besoin de ça. Je pense que ça serait le plus beau cadeau qu'il puisse faire à son fils avant de partir. C'est de dire, oui, ça peut arriver. Hein, Alexandre, j'ai pas été cool tout le temps, mais rien que de le dire ça, même si c'est un marchepied pour quelque chose de plus grand, mais ça serait tellement, voilà, ça serait miraculeux pour ce garçon, quoi. Justement, par rapport à... Pardon. Allez-y, Simone, excusez-moi. Allez-y. Non, je voulais dire, ça peut arriver. Moi, je crois au miracle. D'ailleurs, il y a des miracles, ça existe. Moi aussi. Ça peut arriver. Voilà, à la dernière minute, là, quand il y a avant le gasp final, bon, quand il va voir que c'est clos, il ne va plus pouvoir revenir, son pognon et tout, ça ne sert plus à rien. Bah, peut-être qu'il va se dire, il faut peut-être que je sauve mon âme. Il va peut-être réfléchir. Moi, j'y crois. Je pense que, voilà, j'y crois. Parce que, vous savez, ce genre de type, quoi, des bêtes, mais il y a quelque chose en eux aussi qui est humain. C'est pour ça que c'est très, très difficile avec ces gens-là d'abord de le savoir. Et c'est pour ça qu'ils sont attachants. On doute des fois, on se dit, mais c'est pas possible. Même moi, j'ai douté, je me suis dit, quand même. Oui, j'imagine. Voilà, quoi. En plus, bon, j'avais aimé cet homme-là, quoi. C'est-à-dire que je me sentais coupable de ne pas avoir vu que ce type-là, voilà. Mais peu à peu, les faits sont là, cette haine, les médecins qui portent plainte, le fait de moi de me traiter de tout, les faits se rajoutent, et puis bon, évidemment, c'est convaincant, ça y est, c'est tout, c'est clair, c'est écrit, c'est net. Voilà. Mais moi, bon, si vous voulez, j'ai toujours pensé à mon fils, même aujourd'hui où il patauge dans une espèce de buée, enfin, j'ai très mal. Je rigole, mais c'est pas drôle, hein. Il est très très mal. Parce que malgré tout, je suis là. Et je me dis, je dois être là. Déjà, je n'ai pas le droit de partir, de mourir, parce que si je mourais, bon, ce pauvre petit se retrouvait avec le criminel là-bas en Suisse. Donc j'étais obligée d'être là. Et là, je suis encore obligée d'être là. Voilà. Donc je dis à mon ange gardien. Vous êtes sa lumière. Vous êtes sa lumière. Voilà, il a besoin, voilà. Il a besoin de cette lumière que vous avez. Donc, c'est parce que je l'aime, je suis la seule personne, je l'aime profondément. Il y avait une question pour vous, Simone. Est-ce que votre entourage vous soutient, vous a soutenu et vous soutient encore dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous vivez encore un peu aujourd'hui, bon, avec un peu plus peut-être de détachement, je ne sais pas. Alors, à que non, pas du tout, parce que c'était déjà un monsieur très haut placé, un milliardaire. Donc, non seulement j'avais quitté, ce qui était impensable, on ne quitte pas un milliardaire. La justice a dit que c'est lui qui m'avait plaqué parce qu'on n'était pas du même milieu. Moi, je suis une famille de chirurgiens, mais bon. Et ensuite, tout le monde m'a reproché, tout le monde a pris ses distances. Ensuite, quand la justice a dit que j'étais hystérique, bon, j'étais peut-être une hystérique, peut-être c'était faux. Voilà. Et puis les gens ne veulent pas se mouiller, vous savez, c'est aussi le gros problème. Aujourd'hui, il y a des anomalies qui se passent. On devrait tous envoyer des mails à l'Élysée, on devrait tous écrire aux députés, on devrait tous faire quelque chose. Mais chacun est dans sa petite vie. Ce n'est pas une critique, parce que tout le monde a des problèmes, quoi. Mais ce manque d'unité nous conduit quand même à la catastrophe, parce que la France, c'est Pédolande, on le sait très bien. Et ça va mal se finir, parce que tous ces enfants qui ont subi, qui ne sont pas reconnus, ils vont avoir des problèmes. Hein. Soit ils vont reproduire, soit ils vont être... Oui, une société, on ne peut pas laisser comme ça une gangrène. C'est pour ça que... Il faut soigner ces enfants. Parce qu'on peut pas, ça va mal se finir, tout ça. Tout à fait. C'est pour ça que Pierre faisait aussi, pardon, je me permets de dire ça parce que je vais oublier, mais tu proposais aussi, Pierre, un appel à soutien auprès de personnes, notamment on a Fatou qui a fait une petite vidéo, il y a d'autres personnes on a reçu pas mal, qu'on va poster au fur et à mesure, donc plutôt sur le réseau X, enfin j'aime pas ce mot, mais X, et sur les réseaux Crowdbunker ou Facebook, enfin un petit peu les réseaux de la série et les réseaux de Pierre Barnerias. Mais n'hésitez pas à faire des vidéos portraits de vous, vraiment en témoignant alors moins d'1 minute, parce qu'après c'est compliqué, pour plaider pour cette cause en fait. Vous allez sûrement soutenir la série, mais surtout vous soutenez la cause. Et je pense qu'au plus au plus on aura de vidéos avec des personnalités qui sont comme vous et moi, pas connues, où on parle avec le cœur, petit à petit, ça fait aussi comme le colibri. Voilà, on essaie un petit peu toutes les stratégies pour faire parler, libérer la parole de ce point de vue-là.
Et je tiens à ajouter déjà merci à ces 15 000 personnes qui s'étaient abonnées à cette chaîne, de nous avoir rejoints. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous des petits selfies, dites-nous un petit mot. Pourquoi vous soutenez cette série? Il faut que vraiment que le peuple de France prenne à cœur ce sujet. C'est important, c'est capital, on ne peut pas passer à côté. Et c'est pas pour moi, c'est pas pour mon nombril, je m'en fous complètement. Il y en a qui veulent prendre ma place, je leur donne tout de suite. Je passe à autre chose. Mais je pense que ce sujet, vraiment, il faut que tout le monde s'en empare. C'est la priorité des priorités. Et croyez bien que voilà, j'ai vraiment hâte de terminer ces 10-52 minutes. Les 3 quarts sont faits. La saison 2 va être riche de promesses, croyez-le. Enfin, va être à la hauteur de ce que beaucoup de personnes attendent. Donc, n'hésitez pas encore une fois à nous envoyer vos petits selfies bien voilà en format portrait de moins d'1 minute, mais juste pour nous faire un petit coucou, pour nous dire que vous soutenez cette série. Et nous, on sera... Voilà, vous soutenez cette cause qui est vraiment... Cette cause, on la diffusera, on ne sait pas encore où, parce que vous l'avez bien compris que YouTube a censuré, je ne sais pas, enfin voilà, a supprimé cette chaîne sans aucune explication. On attend les explications et dès qu'on les a, on vous en fait part. En tout cas, moi, mon idée aujourd'hui, c'est de trouver des financements pour essayer de faire une grande campagne de publicité dans tous les médias et surtout les médias télé, et ce qui permettra à chacun de se positionner sur cette thématique. Ok, il nous reste 5 minutes. Qu'est-ce que vous attendez, Simone, un petit peu de cet épisode et de cette série, vous qui êtes, une vraie battante et lumineuse battante? Alors, ce que j'attends, c'est toujours dans la même ligne de conduite que j'ai eue, c'est-à-dire que c'est vrai, là, tout ce qui est vrai doit être dit. Qu'il y ait des conséquences ou pas, ça doit être dit, puisque c'est vrai, c'est comme ça, point terminé, il n'y a pas à nier ce qui est vrai. Alors, ce que j'attends, c'est que d'abord, je remercie tous les gens qui ont suivi. Je vois qu'il y a plein de commentaires, des très sympas. Oui, vous êtes bien soutenue, Simone. Voilà. Les gens vous adorent. Voilà, merci. Moi, je vous adore, c'est pareil. Non, mais je crois que ça doit être dit. Bon, il se trouve que cette histoire, j'étais la première, parce que j'ai fait un barouf de tous les diables, mais parce que c'est, merde, on est au 21e siècle. Il y a un enfant sur 5 qui subit des choses malsaines. Mais c'est quoi? On est dans quel monde? On est en France. Alors voilà, il y a des lois, il y a des juges, il y a des femmes maintenant qui se suicident, qui perdent tout espoir, des gamins qui vont... Mais c'est quoi ça? On se retrouve dans un mauvais bouquin du bas Moyen-Âge. Hein. Franchement, voilà, on s'exprime, on a la langue française est riche, et franchement, là, on est dans une espèce d'onomatopée... tout est tellement simplifié. Voilà, la mère dénonce, elle est folle. Pouf, terminé, c'est fini. C'est dans votre case et tout. Mais c'est grave, il y a des enfants qui vont crever de ça. Il y a des femmes qui vont crever. Alors, mesdames, si vous vivez la même chose que j'ai vécu, ne crevez pas, parce que d'abord, ça leur ferait trop plaisir. Voilà, il faut les emmerder jusqu'au bout. C'est ce qu'il faut faire. Je crois. Le mot de la fin, Simone, est-ce que vous avez un mot? Le mot de la fin, vraiment quelque chose, un mot que vous aimez, que vous avez envie d'offrir aujourd'hui aux gens qui vous écoutent? Bon, un mot que j'aime, il y en a beaucoup que j'aime. Ce que j'aime, c'est le mot vie, c'est tout. Dans le mot vie, il y a tout. Voilà, je crois. On est vivant, on est là, on est la vie. À partir du moment où vous êtes dans la vérité, vous êtes la vie. Tout ce qui est faux, c'est malsain, ça ne va pas. En plus, tous ces gens-là n'ont pas compris, la nature reprend toujours ses droits. Voilà, on ne viole pas un enfant, on ne touche pas un enfant. Ça, c'est antinaturel. Donc, à un moment donné ou l'autre, il va y avoir un retour de la nature. Il va se passer quelque chose, je ne sais pas, une maladie qui va le toucher. Enfin, j'en sais rien. Là, je pars complètement en biais, mais bon, si vous voulez, c'est tellement fou, ça, ce qui se passe. Pédolande, la France, c'est Pédolande. Donc, il faut le savoir, parce qu'il y a des milliers d'enfants en très grand danger. Le micro, Pierre. Ouais. C'est plus que jamais l'Eldorado des pédophiles, avec le système qui a été mis en place pas depuis 30 ans, pas depuis 40 ans, mais peut-être un siècle ou deux. C'est vraiment devenu un véritable Eldorado aujourd'hui. On le voit très très bien. Pardon, mais si je reviens encore sur l'affaire Le Squarneck, voilà, le Squarneck, il a sans doute plus de 3000 victimes. Une personne
alors qu'on a assisté au dysfonctionnement total de toute la société. Donc ça devient, le Square qui est devenu un bouc émissaire facile d'une société qui n'a rien voulu voir. Et c'est dommage, on en est encore là aujourd'hui, et je regrette qu'il n'y ait pas eu beaucoup de télé. Hein, c'est quand même le plus gros scandale, c'est l'une des affaires les plus dingos, quoi. Enfin, un chirurgien, 3000 victimes, 3000 viols, et ça fait rien, ça fait pas... On en a parlé quoi, un petit peu. Je pense que l'AFP a dû faire une dépêche ou deux, même pas, pour le début du procès ou la fin. C'est inimaginable ce qui s'est passé. Et voilà, ça passe, comme une lettre à la poste. Donc non, je peux dire juste une petite chose. Bien sûr. Bon, bien sûr que les médias n'en parlent pas, ni rien du tout, parce qu'il est évident que toutes ces affaires montrent que nous vivons dans une société franchement carrément dégueu, quoi, il faut le dire. Donc, il faut garder l'illusion que tout est beau, c'est magnifique. Voilà, il ne se passe pas de choses. Spectacle de la société. Voilà, c'est ça. On maintient une image, c'est le Truman Show, quoi. C'est ça, exactement. C'est dans le Truman Show. C'est pour ça qu'on a besoin vraiment de vous toutes et de vous tous pour parler de ce qu'on n'entend pas ailleurs, quoi. Et vous avez bien compris, on a été censuré par YouTube, mais on est aussi shadowban sur tous les réseaux. La chaîne Citizen Light qui abrite les émissions, qui abritait les reportages, là, ce live, il passe dessus, mais je ne sais pas combien de vues, enfin, on n'en est plus là, mais on est shadowbanné partout, donc c'est pour ça qu'on fait vraiment un appel à vous aussi de vous montrer, votre courage et votre envie de combattre cette cause à nos côtés ou seul, mais en tout cas, au plus on est, comme on dit, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Donc je crois qu'il serait vraiment temps d'être ensemble. C'est très bien ce que vous dites. Plus on est, il faut toutes se regrouper, se donner du courage et savoir qu'on est dans la vérité. Exactement. La vérité triomphe toujours. C'est tout. Et je pense à une chose pour répondre à une personne qui me demandait, mais attention, M. Barnarias, les vaccins vont revenir. Oui, c'est certes, les vaccins vont revenir. De toute façon, j'ai fait hold up, hold on, hold out. Mais pour moi, c'est l'important et je pense que cette thématique des enfants peuvent réconcilier vaccinés et non vaccinés. On s'en fout. Maintenant, le mal est fait, c'est pas grave. Ils ont voulu jouer, ben voilà, ils ont joué. Et comme les médias étaient complètement absents, voilà, il y a eu cette vaccination de masse. On verra le résultat. On en connaît déjà le résultat. Maintenant, moi, en tout cas, de mon côté, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire avec les moyens que j'avais. Mais l'une des choses dont je suis convaincu, c'est que ce sujet des enfants, ce sujet des nourrissons on viole des nourrissons aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte, comme disait le réalisateur là j'ai plus dans quelle émission, il y a des bébés aujourd'hui qui ont le cul défoncé et des autopsies, mais c'est pas possible. Olivier Marchal. C'est pas possible. Et il racontait dans l'émission qu'il se levait toutes les nuits pour voir si ses enfants étaient là, tellement il était traumatisé par les images, parce qu'il était avec les médecins légistes pour voir ce qui se passait, quoi. Donc, cette thématique des enfants martyrs, on ne peut plus la mettre sous le tapis. Tout le monde doit s'en prendre. Et je suis convaincu et moi je l'ai vu dans ma propre famille, je vais un témoignage personnel, moi j'ai été également dans ma propre famille, le simple fait d'avoir fait hold up, ça a quand même coupé la famille en deux. Je peux vous assurer que le film Les Survivantes, ça a permis quand même une petite réconciliation. Donc voilà, ça montre que l'enfant, le bébé, il a un pouvoir magique, c'est celui de nous souder, de nous rapprocher les uns des autres. C'est la création, quoi. C'est la beauté de la vie. Un enfant, c'est la beauté de la vie. Rien que le fait tout à l'heure, Simone, vous disiez, je crois au miracle, mais le simple fait, vous vous rendez compte quand on a un enfant dans notre ventre, c'est dingue aussi, c'est miraculeux de voir que ce cordon ombilical va nourrir notre enfant jusqu'à la fin, l'accouchement, l'allaitement, tout ça, c'est tellement exceptionnel, c'est miraculeux. Donc rien que par rapport à ça, de faire l'éloge de ce vivant que nous sommes, c'est ce que vous faites aussi, Simone, et Pierre aussi dans tous vos films finalement. Je crois qu'il est vraiment nécessaire de se dire, il faut aller vers cette beauté-là, remercier la création et de se dire que voilà, il faut tout faire pour que la vie et la lumière fassent tomber. Voilà, le beau, il faut rester dans le beau.
le beau. Je voudrais juste répondre à une question. Donc j'ai compris ce soir que Simone était quand même menacée, et ça me. Enfin bon, on en parlera. Voilà, on en parlera après. Voilà. Ah, par contre, Pierre, on pose la question pour savoir si toi oui. tu es menacé. C'est pour ça que je voulais répondre. Non, je ne suis pas menacé. La seule menace, elle vient de tomber, c'est YouTube, qui vient de... Voilà, c'est la menace du découragement, comme je l'appelle. Moi, je suis seul, j'ai pas des puissances financières derrière moi. Donc, je relance un appel à toutes les personnes qui me connaissent et qui connaissent la valeur de mon travail. Si vraiment vous voulez aider la cause, si vous voulez soutenir les gamins et défendre cette cause, aidez-moi à trouver du financement pour faire une campagne de pub, pour bien lancer cette série sur toutes les chaînes de télé ou les radios nationales. Ça serait vraiment fantastique, et c'est l'idée qui m'est venue à la suite de l'annulation de notre chaîne. J'ai le mot qui manque. Voilà, c'est la fatigue. Je vais vite aller. Voilà, on va devoir vous quitter. Je sais pas, Laurent. Oui, on a largement dépassé. On devait faire 1 heure. On est à 1h37 minutes, donc on voit pas le temps passer quand on parle de choses qui nous touchent toutes et tous. Moi, je voulais voir Pierre. On va passer la petite bande-annonce. On va juste dire au revoir, et on va finir par la bande-annonce de l'épisode 2, qui finalement relate exactement les flagrants délits d'injustice qu'a connu Simone et son fils. Mais là, c'est Séverine qui est sur Grenoble. Et donc, je vais demander à Akina, qui est à la technique. Et merci, Akina. Merci beaucoup. Et Séverine qui n'a rien à envier à Simone. Tu peux en parler un petit peu? Je peux vous dire. Je peux dire une petite chose. Oui. Alors, merci à tous les gens qui ont participé avec nous au rétablissement de la beauté dans ce monde. Et je veux dire à tout le monde, restez vivants. Là, on est en train de vous tuer, mais restez vivants, c'est tout. C'est pas compliqué de rester vivant. C'est merveilleux. Arrêtez de vous faire décimer comme des moucherons. Ça va pas. Merci. Merci. Le mot de la fin. Restons vivants. Allez. Restons vivants, c'est ça. Merci à vous. Merci à vous tous. La saison 1 sort le 29 juin sur notre plateforme citizenv.com, et qui a toujours, vous pouvez s'inscrire à la prévente, et vous pouvez du coup voir l'épisode 1 avec Simone. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, je crois que vous pouvez pas voir cet épisode et voir toute l'histoire avec l'enquête de Laurence Beneux, que nous remercions ce soir aussi pour tout ce qu'elle fait auprès de ses victimes. Merci Pierre aussi pour tout ce que vous faites, vraiment. Et merci encore. Je vois que les survivantes sont encore demandées régulièrement. Voilà, il y a des gros messages de soutien par rapport à la libération de la parole qu'a donné ce film. Donc, merci pour tout ça. Et je terminerai vraiment, encore une fois, c'est des remerciements, mais qui sont sincères, à cette petite équipe. Je parle de Laurence et bien sûr d'Akina qui est dans les coulisses. Merci à vous deux, parce que sans vous, il y aurait rien du tout. C'est vrai que c'est multifonction, là. Animateur, intervieweur, cadreur. On fait ce qu'on peut, mais en tout cas, voilà, quand on est engagé, on fait du mieux qu'on peut. Ouais. Et merci à vous tous. En tout cas, ce soir, je crois que vous avez été plus de 2200 personnes en direct. Il faut qu'on continue, il faut que vous en parliez. Merci. Et il faut continuer de partager tout ça et d'en parler vraiment autour de vous pour briser cet ultime tabou qui est encore trop présent dans notre société. Allez. Magnéto. Merci. Magnéto. Merci. On le voit sur les images avec ce sextoys et la petite dans les bras. On sait pourquoi on met les caméras, nous. Là, on est en panique totale. Ils l'ont fait venir à la gendarmerie pour détruire les preuves devant lui. Et là, en fait, là, je comprends pas. Pour moi, c'est irréel ce genre d'histoire, donc je dis non, mais tu racontes n'importe quoi. C'est la première fois de ma vie où je voulais avoir tort. Là, c'est le procureur, pas la juge, mais le procureur, qui m'hurle dessus, qui me traite de folle.